Bon, alors s'il y a bien un épisode aujourd'hui où on va comprendre les liens étroits qu'il y a entre l'homme, euh, son environnement et notamment la santé, bon, ben, c'est aujourd'hui. Donc Denis Richier, c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Merci beaucoup Jérôme. Beaucoup demandé. J'avais reçu par... Il y a un moment, je recevais beaucoup de messages. Enfin, j'en reçois de temps en temps, mais où ton nom me revenait souvent. Et c'est vrai que je suis toujours... j'ai toujours envie de recevoir des experts sur des sujets particuliers. Alors je le fais pas à tous les épisodes pour pas être dans un podcast uniquement très péda, très informationnel qui peut parfois être un peu lourd. Donc des fois on va voir sur des sujets un peu plus légers. Mais en tout cas aujourd'hui, bon, je vais te laisser te présenter. On va parler nutrition, on va parler épigénétique, épinutrition. Mm. Alors c'est absolument passionnant, évolution aussi je pense. Et Ouais. euh, et puis vie, santé, tout ça. Je te laisse rapidement te présenter pour ceux qui te découvrent. Bon bah voilà Jérôme, je suis à la base donc titulaire d'un doctorat de physiologie, mais ça veut tout dire et rien dire. C'est que dans l'enseignement qui m'a été dispensé à Paris 6 à l'époque à Jussieu, j'insiste beaucoup sur cette filiation-là, puisqu'il y avait des enseignants comme Albert Jacquard, comme le professeur Beaulieu en endocrino, qui sont quand même pas des pinces à laver. Hein. Donc, on avait des pinces à vélo. La physiologie recouvre plusieurs spécialités, en fait, puisque c'est l'étude du vivant, mais d'une manière qui est réellement systémique, et c'est un mode de pensée euh, auquel j'étais formaté. Donc, ça englobe évidemment l'étude des grands systèmes régulateurs de l'organisme et ses interactions avec les facteurs extérieurs, donc la neurobiologie, l'endocrinologie, l'immunologie, de fait que tous ces processus fonctionnent avec des molécules qui viennent de notre alimentation, bah évidemment, on s'intéresse à la nutrition, mais comme on était à Jussieu, qu'il y avait de l'amiante et des métaux lourds, on s'intéresse aussi forcément à la toxicologie, c'est-à-dire que quand on mange un aliment, on n'avale pas seulement des nutriments, on peut avaler des polluants et en fonction de notre niveau de stress, on voit d'abord les polluants avant de voir les nutriments, c'est toute une histoire. Et puis, bien sûr, par mon intérêt personnel et puis par on va dire l'avancée assez novatrice des connaissances que ça amenait, ça m'a amené aussi beaucoup à m'intéresser à la physiologie de l'exercice, puisque j'ai eu des brevets d'entraîneur dans certaines disciplines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je reçois un patient, il peut y avoir tout aussi bien dans la prise en charge un travail sur l'immunité, une approche de la gestion de stress, un audit des habitudes d'activité physique. Je reviendrai peut-être sur la notion d'audit. C'est pas dire cours tes 400 en une 10 au lieu de les cours en une 0,8, mais c'est qu'est-ce que tu veux faire, à quel moment tu le fais, quel est le meilleur moment pour le faire, quelle place s'accorde à la récupération, parce que beaucoup de gens sont des autodidactes de surentraînement. Et puis ça peut aussi englober l'aspect nutritionnel, mais en gros avec la logique de se dire quel changement serait intéressant pour que les perturbations que j'observe régressent. Donc, c'est pas du tout une volonté de normalisation de l'alimentation par rapport à une idée orthodoxe de la bonne assiette. Il y a énormément de gens qui font des blogs où disent pourquoi bien manger le matin, pourquoi bien manger le midi, pourquoi faire ci, pourquoi faire ça. Mais en fait, t'es pas obligé. T'es pas obligé, c'est pas forcément comme ça que tu fais. L'idée, c'est plus de savoir par rapport à ce que le patient te propose, te décrit, qu'est-ce qui pose problème et comment l'aider à en prendre conscience pour changer les choses. Il n'y a jamais d'a priori de ce qui va ressortir de l'accompagnement. C'est pas une standardisation, une normalisation d'une idée qui serait le nec plus ultra des connaissances en 2024 de voilà comment on doit manger, voilà comment on doit s'entraîner. C'est plus juste de voir quels sont les choix de vie des personnes qui les amènent à un niveau de désadaptation, c'est-à-dire qui ne leur permettent plus de faire face aux sollicitations de leur environnement, que ce soit le stress, l'activité physique, les agents infectieux. Il paraît qu'il y a eu des petits épisodes ces dernières années, etc. Et donc, c'est vraiment une réflexion systémique qui oblige à croiser les informations et à les hiérarchiser, parce qu'il y a aussi certains éléments qu'on observe qui sont plus importants que d'autres. Moi, typiquement, on y reviendra peut-être, mais j'explique aux patients que je paraphrase souvent Bélix, hein, je dis quand l'immunité va, tout va. Lui, c'était un peu quand l'appétit va, tout va, mais c'est vrai que à partir du moment où ton système immunitaire, pour des raisons multiples, peut ne plus fonctionner de manière optimale, alors tu as tout un tas de problèmes en cascade qui peuvent apparaître et dès qu'une pathologie ou un problème est chronique, hein, quel que soit le problème, qu'il s'agisse de fatigue, de douleur, de fertilité, de surpoids, il y a toujours une cause immunitaire qui est sous-jacente et c'est ce qui devient passionnant. Si je suis un enquêteur, en fait,
une équipe de fin limiers avec moi qui sont la police scientifique de la biologie, l'enquêteur de l'hormono, l'enquêteur des neurotransmetteurs. On essaie toujours de comprendre ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné la personne se désadapte. Alors j'ai peut-être fait un peu long, mais j'ai construit à partir de cette physiologie plusieurs j'ai décliné ça dans plusieurs directions. En fait, comme j'ai fait 7 ans d'études, je devais être chercheur. Effectivement, je suis sorti de la fac comme chercheur d'emploi. Donc, j'ai utilisé ma plume pour travailler dans la presse scientifique et j'ai collaboré à plusieurs revues. J'ai lancé Sport et Vie avec un ami. Et dans ce cadre-là, j'ai été amené à rencontrer des sportifs de haut niveau et c'est là qu'a commencé mon travail de collaboration. Alors, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, on en a peut-être déjà entendu parler. Il y a notamment Marie-Josée Pérec, Carole Merne, Franck Picard, donc qui étaient pas les plus mauvais dans leur domaine. Et puis, comme j'avais déjà sans doute cette volonté de transmettre, j'ai commencé à avoir un travail d'auteur. Donc, j'ai commencé à écrire en 1990. J'avais fait un emprunt à l'époque pour acheter la biblio pour pouvoir écrire le livre. Et je suis arrivé chez l'éditeur avec le manuscrit sous le bras. 15 jours après, il me rappelle, il dit j'ai commencé à lire, j'ai pas arrêté, on vous publie. Donc voilà. Et puis, comme ces connaissances-là, je les nourrissais au quotidien, je me suis retrouvé aussi à faire de l'enseignement, à monter un DU et aujourd'hui à poursuivre des projets de développement de formation. Non pas que ce soit une activité dont je dois y vivre, parce que je pourrais me contenter de faire d'autres choses, mais il y a aussi une volonté, je crois, de transmettre, puisqu'à un moment donné, il me semble que l'optimisation, ou en tout cas la volonté d'optimiser l'accompagnement des sportifs ou des patients nécessite soit de se cloner, ce qui est difficile, soit de décliner notre manière de faire. Et pour ça, il faut disposer de possibilités pour former des gens en donnant tout ce qu'on a. C'est-à-dire que pas faire une pédagogie où on donne des choses, mais on dit pas le principal. Il y a beaucoup trop de gens qui vivent de l'enseignement en nutrition, qui en fait développent des encyclopédies ambulantes, mais qui donnent pas aux gens le savoir. Ils leur donnent la connaissance, mais ils leur donnent pas le savoir. Si tu vois la nuance. Ils ont ils ont pas les compétences en fait, et c'est un énorme malentendu, voire une supercherie du XXIe siècle, c'est de faire croire aux gens que parce qu'ils savent beaucoup de choses, ils savent l'essentiel, c'est-à-dire comment accompagner l'individu qui est en face d'eux. Et au fil des années, je me rends compte que ce fil conducteur, c'est vraiment l'humain qui est derrière. C'est aider l'humain. Il y a des gens pour qui la priorité, c'est d'être reconnus ou aimés pour leurs connaissances multiples dans plein de domaines. Moi, je crois que ce qui me touche le plus, c'est les retours des patients ou des gens qui me disent grâce à vous, je vais mieux, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu mal. C'est ce qui me nourrit le plus. Ok. Bon, en 2022, là, il y a pas si longtemps, on a remarqué donc l'espérance de vie en bonne santé aurait reculé et serait revenu à des niveaux en dessous de 2020. Donc, pour faire simple, on vit moins longtemps depuis quelques années. Bon, est-ce que pour toi, c'est logique dans le monde dans lequel on est? Est-ce que ça a du sens? Et comment tu l'expliques ça? Alors, le pire de l'histoire, c'est que c'est pas les plus vieux qui ont l'espérance de vie la plus faible au final. C'est-à-dire que les vieux qui ont créé ce monde-là vont partir plus tard que les autres du monde qu'ils ont créé. C'est-à-dire que c'est les jeunes qui arrivent après qui mourront plus tôt. Alors, pour moi, les chiffres, ils commencent seulement à confirmer des tendances qu'on observait, et puis surtout, ils ressortent malgré l'hétérogénéité des situations, puisque on voit cohabiter des super centenaires qui sont pas mal médiatisés, mais en même temps, comme tu y fais référence, on voit des cancers qui arrivent très tôt, on voit des gens qui meurent jeunes, etc. C'est la conjonction de plusieurs éléments. Il y a effectivement une augmentation de la charge de toxiques auxquels on est soumis dans notre environnement. Et le souci, c'est que, on y reviendra peut-être, mais c'est pas évident que chez un individu X, on puisse évaluer exactement le niveau de dangerosité auquel il est exposé. Si tu veux, on y reviendra tout à l'heure. C'est une réalité. La deuxième chose, c'est qu'il y a un appauvrissement de toute la chaîne alimentaire. Ce qui veut dire que pour une même quantité d'un aliment donné, il y a moins de nutriments qui nous sont amenés, et donc forcément toutes les fonctions qui sont assurées par la présence de ces nutriments peuvent être moins performantes, que ce soit pour la gestion du stress, pour la gestion des infections, pour la protection de nos tissus. À ceci s'ajoute le fait que depuis 15 ans maintenant, le niveau d'apport énergétique moyen des Français, pour parler de ce que je connais, est inférieur aux recommandations des experts. C'est-à-dire que les gens mangent moins
que ce qui leur serait nécessaire, ce qui peut paraître extrêmement paradoxal par rapport à l'évolution du poids. Excuse-moi, en termes caloriques ou en termes minéraux? En termes caloriques, les deux, évidemment, puisque comme d'un côté, la teneur en micronutriments de chaque portion globalement est appauvrie du fait que toute la chaîne alimentaire est appauvrie. Il y a déjà, pour une même quantité, par exemple, de pain ou d'épinards, il y a moins de nutriments que ce qu'amenait la même portion il y a 20 ou 30 ans en arrière. Mais en plus, la taille de la portion a diminué. Il y a les deux éléments. Donc, on est confronté à ça. Et en plus, il y a une vogue de si avec 3 repas, on a du mal à couvrir nos besoins, sautons un repas, c'est mieux puisqu'on va faire le jeûne intermittent. Ça, c'est encore un élément qui aggrave la situation. Alors, je vais un peu à contre-courant là-dessus, mais on pourra en parler. Et le troisième élément, c'est l'appauvrissement de tout notre monde bactérien et fongique qui est dans notre intestin. Et j'insiste beaucoup plus d'ailleurs sur le monde fongique que sur le monde bactérien, on y reviendra. Et puis le quatrième élément, c'est un niveau de stress chronique qui sert de détonateur à toute cette situation-là. Donc on a 4 ingrédients qui arrivent en même temps depuis 2 générations vraiment de manière frontale et qui créent des conditions propices à ce que les gens tombent malades parce que leurs aptitudes à surmonter ces contraintes plafonnent beaucoup plus tôt et en fait sont dans l'incapacité de protéger le plus grand nombre d'entre nous. Et donc fatalement, ça se répercute sur l'espérance de vie en bonne santé. Ouais, on a moins ce qu'il faut, on est moins en bonne santé, donc on vit moins longtemps, moins en bon. Ok, c'est on va dire la cause à conséquence, c'est assez clair. Alors quand tu me dis que la nourriture est de moins bonne qualité ou qu'elle est moins riche en minéraux, oligo-éléments, micronutriments, ça me paraît, je pense que tout le monde est d'accord. Mais sur le fait que on couvre pas nos besoins, même d'un point de vue macronutriments, comment c'est possible, d'un point de vue calorique, comment c'est possible, puisqu'il y a de plus en plus de surpoids, de plus en plus d'obèses, et que j'ai plutôt l'impression qu'on mange plus que ce qu'on a besoin, en réalité. Alors, les choses sont pas tout à fait comme ça. À savoir qu'il y a un paramètre de l'équation qu'on oublie toujours, c'est le niveau d'activité physique. Bon, c'est vrai que quand aujourd'hui on a des experts qui sont payés par nos impôts pour dire aux gens, c'est pas 5000 pas par jour qu'il faut, mais c'est 3000 pas par jour, on a juste envie de dire, c'est pas possible, j'arrête de payer, quoi. C'est invraisemblable qu'on considère que faire 3000 pas par jour, c'est ce qui garantit aux gens d'être en bonne santé. Il y a une espèce de complaisance face à l'inactivité qui est sociétale. La deuxième chose aussi, c'est que l'excès de poids, c'est pas lié à la différence entre les entrées et les sorties, c'est lié à des décalages entre le stockage et le déstockage. Précisément, il y a 2 phénomènes qui jouent un rôle. Le premier, c'est que si on bouge pas assez, même si on mange pas beaucoup, on a peu d'occasion de mobiliser ses graisses. C'est pas en dormant qu'on va le faire. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une hormone qui est un acteur clé de phénomène de mise en réserve ou de mobilisation qui est l'insuline. Et l'insuline présente d'énormes perturbations au niveau presque épidémiologique dans la société, notamment parce que le premier perturbateur du fonctionnement de l'insuline, ce sont les perturbations de l'écosystème intestinal. Il y a des exemples qui illustrent ça parfaitement. On sait aujourd'hui que des enfants qui subissent 2 antibiothérapies avant l'âge d'1 an ont 2 fois plus de risques de devenir obèses, quoi qu'ils mangent par la suite. Or, a fortiori, s'ils vont au McQuick, ça va pas le faire. Et deuxièmement, c'est aussi que selon le mode d'accouchement, le risque ultérieur de devenir obèse est augmenté. Donc, sous le fait de ces problématiques qui sont parfois transgénérationnelles, on augmente la probabilité qu'il y ait des dysfonctionnements de l'insuline. Et donc, si tu veux, on va faire une analogie, on va raisonner sur l'apport calorique en raisonnant sur un salaire. Donc imagine quelqu'un qui gagne 2500 € par mois et qui met 800 € de côté tous les mois sur un Codivie. Il se retrouve à travailler à mi-temps parce qu'il a un problème de santé, il gagne plus que 1200 € par mois, mais s'il oublie d'avertir sa banque, il aura toujours le prélèvement automatique de 800 €, il continuera de stocker. C'est-à-dire que la restriction calorique ne fonctionne pas tout simplement parce que les problématiques d'anomalies dans le contrôle hormonal du stockage ou du déstockage est très très fortement perturbée. Et l'activité physique régulière est un des moyens de corriger cette anomalie. Et un autre facteur qui vient fortement perturber ces capacités optimales à mobiliser ou à stocker, c'est l'influence du stress. Et à partir du moment où ces différents éléments interviennent, bien évidemment, on tombe sur cette situation paradoxale du surpoids dans la pénurie. Ok. Donc, la majorité de la population ne mange pas au-dessus de ses besoins.
Et alors comment Non. Elle stocke trop, ça paraît stocke de manière anormalement importante et elle bouge. Oui, mais c'est ce que j'explique dans l'introduction sur l'ouvrage Épinutrition. Alors, on peut débattre des recommandations théoriques moyennes que les experts font pour un adulte moyen en France, mais c'est vrai que les valeurs moyennes, c'est comme si on disait en moyenne les Français voient 5 dixièmes à l'œil gauche, 6 dixièmes à l'œil droit, on va donner les mêmes lunettes à tout le monde. C'est que les moyennes, elles sont là, faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que les statistiques, c'est un peu comme le réverbère de l'alcoolique, on s'appuie toujours dessus, mais ça nous éclaire jamais. Mais pour autant, cette valeur moyenne, du fait qu'elle ne soit pas atteinte par un certain nombre d'individus, ça veut dire que quand on parle de maladie de civilisation, parlons un peu moins des maladies, parlons un peu plus de la civilisation. C'est-à-dire qu'on est dans une société où les aliments sont appauvris, où l'activité est réduite, où on va dire la sanctuarisation de l'aliment et le caractère sacré du repas est bafoué. Et donc, on se retrouve à avaler des aliments dénaturés à n'importe quel moment de la journée, avec des dérèglements hormonaux importants et avec un minimum d'activité physique. C'est-à-dire que si on raisonne simplement sur si vous mangez moins, tout ira bien, on est hors sujet. C'est-à-dire que je défends souvent cette idée. Si on parle de maladie de civilisation, c'est la civilisation qui est malade. Et donc, les gens qui vivent dans cette civilisation payent les conséquences au niveau de leur santé. Parce que l'impact des polluants, on n'a pas eu de référendum pour dire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette plus de polluants dans votre assiette. L'impact de l'appauvrissement de notre flore intestinale, on n'a pas eu des gens qui nous ont dit, vous savez, les antibiotiques, c'est bien. Par contre, peut-être que vos enfants, dans 30 ans, ils seront obèses parce qu'on vous en aura tout prescrit. Est-ce que vous êtes d'accord? Quand on a remplacé les bouteilles de verre par des bouteilles plastiques, on nous a pas dit c'est super pratique, le verre cassera plus. Par contre, vous allez peut-être favoriser les cancers de vos gamins. Quand le stress est devenu un mode de gestion des populations, on nous a pas dit, vous savez, on va peut-être vous détruire à petit feu. Le burn-out va devenir le mode de gestion des populations. Et c'est-à-dire que faire porter la responsabilité du surpoids exclusivement au choix du citoyen, moi, c'est des choses qui me paraissent un peu absurdes parce que ça dédouane les vrais responsables du problème. Je vais prendre un autre exemple. J'étais sur un congrès il y a quelque temps qui dénonçait le manque d'activité physique des ados français. Bon, c'est une réalité. Tout le monde dit les tablettes, machin et tout. OK. Et il y a un des experts qui dit, oui, 85% des adolescents français ne respectent pas les recommandations d'activité des experts. Bon. Et là, moi, j'ai pris la parole, j'ai dit, mais j'aime pas du tout la terminologie parce que imaginons un ado qui monte sur une mobilette, qui prend une rue à contresens, il respecte pas le code de la route, mais c'est pertinemment qu'il le respecte pas, et il sait, même s'il n'a pas été prendre des cours pour le code, il sait pertinemment que quand il y a un panneau sens interdit qui s'engage, il commet une infraction. Ça, il n'a pas besoin qu'on le lui explique. Mais est-ce que les ados sont au courant des recommandations officielles d'activité? Et puis quand on est en zone rurale, avec un calendrier scolaire qui donne 2 mois et demi de vacances, qui calque les vacances sur l'activité de l'or blanc, où les vacances sont calées exclusivement pour que les gens partent au ski, où on sort, où on part pour prendre le bus scolaire à 6h30 qu'on rentre à 19h, dans quelle mesure est-ce que la société offre la possibilité à ces jeunes de pouvoir avoir l'activité physique appropriée, avec des cantines qui offrent des repas adaptés, et après on vient leur reprocher le McDo qu'ils vont aller bouffer, ou les écrans sur lesquels ils se mettent parce qu'ils sont fatigués. Bien évidemment, il y a une problématique de malbouffe, il y a une problématique d'écran, mais chacun doit se poser la question de sa responsabilité. Et pour moi, les politiques et les institutionnels portent 80% de la responsabilité de la situation aujourd'hui. Sauf qu'en disant aux gens, pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé, on renvoie le citoyen à l'idée qu'il est le responsable exclusif de la détérioration de l'état de santé de la population. Et ça, c'est un mensonge institutionnel. Ok, donc tu es pour la responsabilisation personnelle, mais tu es pas pour uniquement la responsabilisation personnelle et qu'en fait, il y a des enjeux qui se jouent au-dessus, des enjeux et des règles qui sont au-dessus et qui sont importantes de mettre en accord. Parce que c'est facile de dire, comme tu expliques, quoi. C'est facile de dire, bon, ben, à vous de vous démerder. Ah oui, mais merci. Alors maintenant que t'as foutu la merde, merci de me dire ça, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Ben oui, mais c'est la même chose qu'avec les voitures, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et liés à des choix économiques dont on peut discuter, qui n'ont pas d'autres possibilités que d'acheter des voitures qui sont maintenant considérées comme polluantes, et c'est eux qui ont été amenés à payer. Alors que la vraie question de fond, c'est de se dire, mais quelle est la politique de transport en commun qui permettra aux gens de ne pas être obligés de prendre une bagnole pourrie pour se rendre à leur travail? Ça, c'est tout un tas de réflexions communes. Ouais. Et à un moment donné, si ces questions ne sont pas posées, c'est que le statu quo du système, il est
bénéfique au fonctionnement de quelques-uns, voilà, et quelque part, on est indifférent aux inconvénients que ça suscite chez beaucoup. Tu regardes aussi la santé psychique des jeunes depuis 2020. Il y a quand même des alertes qui ressortent régulièrement, mais à aucun moment tu entends des dirigeants dire, en fait, faire leur mea culpa, qu'effectivement le confinement a peut-être pas été qu'une bonne idée pour tous les 15-17 ans qui se trouvaient à ce moment-là cloîtrés, plutôt que d'être dans une structure d'enseignement où ils avaient des interactions avec les autres. Il n'y avait pas d'évaluation du risque. Et donc, pour moi, il y a 3 niveaux de responsabilité, ou d'action plutôt. Il y a ce que le politique, le dirigeant, l'institutionnel a comme moyen d'action pour s'inscrire dans un projet à long terme qui garantisse une meilleure santé de l'ensemble des populations. Parce que l'espérance de vie en bonne santé des Occidentaux diminue, mais on ne parle pas assez de l'espérance de vie des gens dans les pays émergents. Ça, c'est Gaza ou ailleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il y a de la responsabilité du citoyen, trouver des stratégies sur ses choix alimentaires, sur son activité physique, de peut-être pas acheter des téléphones à leurs gamins quand ils ont 8 ans. Enfin voilà, c'est des choix citoyens où il faut être cohérent et intègre. Et puis, il y a la troisième responsabilité, sur laquelle moi j'insiste aussi, qui est sur la formation du thérapeute, qui doit rattraper les dégâts et corriger les perturbations, parce que ni les uns ni les autres n'ont été en mesure précédemment de prendre leurs responsabilités ou d'être convenablement informés de ce qui est vraiment important pour leur santé. Bon, ben alors écoute, aujourd'hui je me fais le rôle un peu du thérapeute parce qu'à travers ce podcast ça va permettre d'éduquer ou de faire passer des messages et de remettre un peu peut-être dans le droit chemin certaines personnes perdues pour améliorer leur santé, tant mieux. Mais alors moi je pensais que manger moins c'était une bonne chose parce que ça fait des lustres maintenant qu'on nous explique que le jeûne, qu'il soit intermittent ou pas, de longue durée ou pas, était de toute façon bon. Alors peut-être pas pour l'hypertrophie musculaire, et encore que, on entend de tout, mais pour la santé de manière générale, que moins on mangeait, moins on fatiguait l'organisme, moins on puisait dans ses propres graisses, ses propres ressources, et donc c'était une excellente chose pour vieillir bien et vivre le plus longtemps possible. Alors, il y a des extrapolations et des confusions importantes. Le point de départ de ce mouvement, on va dire, qui est apparu avec le XXIe siècle, c'est l'observation de données sur des populations, par exemple sur l'île d'Okinawa, où il y a 14% des centenaires de la planète, où il y a 0,003% de la population mondiale. Donc, effectivement, on s'est intéressé au mode de vie de ces centenaires. Il y a pas mal de gens qui ont écrit là-dessus. Évidemment, parmi les observations qui ont été faites, ce sont des gens qui ont un apport calorique moyen, si je me souviens des chiffres, autour de 1600 calories par jour. Donc on disait, c'est la restriction calorique qui fait que ces gens vivent vieux. Et là, moi tout de suite, je me dis, mais ils ont reçu un recommandé chez eux, tous, on leur disait, messieurs, vous voulez vivre centenaire, mangez moins? Ou est-ce qu'ils ont tous décidé de se priver parce qu'ils avaient vu le message à la télé? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, à la même époque, en France, en 88, il y a une étude qui est sortie qui s'appelait Alzanut, alors qu'elle n'était pas sponsorisée par des flancs ou des cacahuètes, c'était Alsace Nutrition, qui portait sur des sujets de plus de 65 ans et qui avait montré que 80% des seniors qui avaient un apport calorique à moins de 1600 calories par jour étaient dénutris. Donc, le problème, c'est pas l'apport calorique, c'est que si on regarde en détail le contenu de l'assiette des uns ou des autres, bien évidemment, il n'y a pas le même apport micronutritionnel. C'est-à-dire que l'arrêt de la prise alimentaire ou la perception du rassasiement, et donc ce qui va déterminer l'apport énergétique, survient dès lors que la plupart des besoins sont satisfaits. On peut faire un petit test pour comprendre ça, notamment l'influence de cette densité nutritionnelle, comme on l'appelle, sur la prise alimentaire. Donc, imagine que tu connaisses quelqu'un, qui connaisse un ami, qui connaisse une personne qui va 4 fois par semaine au fast-food. Et cette personne raconte à la deuxième, qui le répète à la troisième et qui te le répète à toi, que quand il prend un double cheese avec une grande frite et un grand coca, étonnamment, 2 heures après, qu'est-ce qui lui arrive? Il a faim. Bon. Et inversement, première fois que tu as mis les pieds dans un resto japonais où tu as vu les plats qu'on servait, moi j'ai appelé mon grand-père, j'ai dit est-ce que le maquis c'est un plat de résistance? Il m'a dit oui, j'ai fait le Vercors, le maquis c'est un plat de résistance. Bref, tu vois ce que tu as dans ton assiette, tu as l'impression qu'il n'y a rien à manger et tu sors de là, tu es rassasié. Or, si c'était la richesse calorique du plat qui déterminait le rassasiement, bien évidemment le scénario serait autre.
C'est-à-dire que parce que dans le deuxième repas, où il y a une grande richesse par les algues, le soja, les poissons, etc., une très grande richesse en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, tous ces éléments nécessaires au bon fonctionnement de nos cellules étant amenés à un niveau correct, alors il n'y a pas besoin qu'il y ait un message de retour de la faim qui se manifeste, puisque l'organisme a ce dont il a besoin. Et donc, la problématique, c'est pas la restriction calorique, parce qu'on a observé ça chez des animaux, mais bon, les nématodes n'ont pas fourni de grands musiciens, de grands danseurs ou de grands artistes. Il faut quand même remettre les choses en perspective. Le cerveau humain a des besoins qui doivent être à minima satisfaits, et on a extrapolé ces données à qu'est-ce qui se passe quand les gens jeûnent, en oubliant que le jeûne était une stratégie soit d'urgence dictée par le contexte historique, soit une stratégie philosophique de courte durée. Mais moi, j'explique toujours que si on fait 7 ou 8 ans d'études en médecine ou en nutrition pour, au final, en déduire que l'expertise consiste à dire aux gens de ne pas manger, à quoi ça sert de faire 8 ans d'études? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut avoir des bénéfices similaires par des choix nutritionnels appropriés qui peuvent tout à fait se substituer au fait que quand on jeûne, on mange pas, ou alors, je comprends mal la définition du mot, et quand on mange pas, on a beaucoup plus de mal à couvrir nos besoins nutritionnels qui sont déjà difficilement satisfaits si on mange normalement. Alors derrière tout ça, il y a la notion de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, qui est très intéressant, qui est validé, est porteur d'un gros malentendu théorique, à savoir, c'est normalement, tel que les premiers travaux le démontraient, une période d'une quinzaine d'heures où il n'y a pas de pic d'insuline. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne mange pas forcément. Et moi, c'est comme ça que je l'aborde avec les patients. Ça veut dire qu'il y a un repas proche de la nuit, alors soit le soir, soit le matin, suivant les habitudes du patient, qui n'apportant pas d'aliments insulinosécréteurs, mais nourrissant quand même le patient, peut lui garantir par des processus de réajustement du fonctionnement du gène de l'insuline, de contrebalancer ce processus de stockage excessif dont je parlais tout à l'heure. Et donc, le jeûne intermittent, c'est une période de 15 heures, 5 à 7 jours par semaine, où il n'y a pas de pic d'insuline. Mais si tu manges des aliments protéinés, si tu manges des légumes, si tu manges des oléagineux, tu manges des avocats, par exemple, tu peux faire un petit déjeuner avec poisson fumé, yaourt de coco, des amandes, de l'avocat. Tu as beaucoup de micronutriments, tu n'as pas de pic d'insuline et tu respectes ce qui est cette théorie. Alors pourquoi est-ce que ça a basculé à l'éviction du repas? Parce que la problématique alimentaire est extrêmement anxiogène. C'est-à-dire que manger doit nous nourrir, manger peut nous faire mourir. Il suffit de bouger quelques lettres et les deux mots se ressemblent. Et comme c'est anxiogène, on cherche des solutions toutes simples. On fait appel au système limbique, et les solutions toutes simples sont souvent extrémistes. C'est-à-dire que le véganisme, le régime cétogène, l'éviction, la suppression de certains repas, on a l'impression que c'est des stratégies miraculeuses qui vont nous permettre de ne pas remettre en cause notre mode de fonctionnement. Il y a beaucoup de gens qui vont faire une semaine de jeûne et qui continuent d'avoir des horaires. J'en connais beaucoup dans le domaine médical où ils travaillent 12 heures par jour, ils n'ont pas le temps de manger de midi, ils prennent 10 cafés et ils ont un sommeil perturbé. Et ils pensent qu'en allant faire une semaine de randonnée accompagnée, en jeûnant, en buvant de l'eau, en payant 2000 balles par semaine, ils vont pouvoir sauver leur vie. C'est-à-dire que ces stratégies extrêmes, elles viennent en une espèce de rachat, d'expiation du flagrant délit de délinquance alimentaire. Et moi, je pense qu'on a toujours d'autres moyens d'obtenir les mêmes résultats en étant beaucoup plus bienveillant avec notre organisme. Non, effectivement, je pense qu'il y a vraiment ces stratégies de compensation. D'ailleurs, on entend souvent ceux qui font aussi des écarts alimentaires assez importants, essayer de contrebalancer derrière en se mettant encore plus dans la contrainte alimentaire pour essayer de créer la balance. Bon, ok, on essaie de. Il y a un exemple pour illustrer ça. Et excuse-moi d'interrompre, Jérôme, mais il y a un exemple qui illustre ça. Moi, je connais très très bien quelqu'un dont j'étais assez proche, qui s'appelle Erwan Montéour, dont tu as peut-être entendu parler dans le milieu du vélo, qui avait lancé le système FitNext, qui était quand même basé sur des approches assez radicales. Et moi, j'en avais régulièrement discuté avec lui, et avec toute la bienveillance que j'ai pour lui, je lui avais dit, la rigueur et l'exigence de ton protocole vient contrebalancer les excès éventuels qui ont pu le précéder. Bon, je ne cache rien puisqu'il a raconté sa vie dans un livre où entre le dopage et d'autres trucs, il avait franchi la ligne rouge, et donc il y a une espèce de combat d'expiation des alcooliques anonymes, j'allais dire. On a un petit peu la même philosophie puisque je suis fait du mal, je vais me rattraper en me faisant un truc où no pain no gain, je vais me faire
finalement, je vais racheter des erreurs que j'ai pu faire. Et cette espèce de philosophie qui est teintée d'une part de religiosité explique que quand on peut faire les choses en douceur ou qu'on peut les faire violemment, on préfère les faire violemment parce qu'on doit expier l'idée qu'on s'est intoxiqué en mangeant n'importe comment. Alors qu'encore une fois, nos choix alimentaires, ils sont aussi influencés par ce qui se passe dans notre intestin. Les bactéries, le monde bactérien qui est là, influence nos comportements. Et donc, si d'entrée de jeu, on a hérité d'un écosystème qui est perturbé, on n'est pas vraiment des libres mangeurs et on est finalement la conséquence de ces interférences qui surviennent dans nos choix cognitifs. Okay. Bon, alors il y a vraiment plein de choses qui me viennent en tête, donc je vais essayer de trier, de rien oublier, j'essaie de noter 2-3 trucs. La première chose là, c'est que tu es en train de me dire que finalement, il y a une excuse, il y aurait une excuse, ou en tout cas une raison scientifique à ceux qui ont du mal à perdre du poids, ceux qui ont du mal à se retenir de manger. Quelle est et c'est quelque chose qu'on a entendu beaucoup dans les années 2000, j'ai l'impression, il y a un peu le gène de l'obésité, on dédouane ceux qui sont en surpoids parce que c'est pas réellement de leur faute, il y a des problèmes hormonaux. Et puis dans les années 2010, peut-être 2020, tu vas me dire, tu vas me corriger si je me trompe dans les tendances, mais tout ce que j'ai l'impression, ça a été le contraire opposé. Je pense aussi avec beaucoup l'avènement du fitness et de tous ces contenus santé, qui est non mais tout ça c'est des conneries. Le contexte hormonal d'une personne obèse, ça représente un tout petit faible, un pourcentage de la population. Non, en réalité, ils sont pas capables de se contrôler, ils ont pas le mental. Faut arrêter de se trouver des excuses et puis il faut se mettre au sport et manger bien. Bon, où c'est qu'on se situe là-dedans? Est-ce qu'on dédouane ceux qui arrivent pas à se contrôler? Est-ce qu'il faut leur pardonner? On est sur un problème multifactoriel où effectivement, à partir du moment, et je vais développer les 2 points, où il y a des dérèglements de fond, soit de l'expression de nos gènes, soit du système hormonal, soit de nos neurotransmetteurs, c'est qu'il y a des facteurs extérieurs qui pèsent très très lourd. On va prendre la question de j'arrive pas à me retenir, la méconnaissance la méconnaissance par beaucoup de gens de la neurobiologie amène à croire que l'acte alimentaire il est sous la dépendance exclusive de la cognition et de la volonté. Bon, or, il y a des phénomènes beaucoup plus complexes qui peuvent intervenir. On sait par exemple que l'incapacité de contrôler les pulsions alimentaires, qui viennent beaucoup du reptilien, fait que les gens se disent je sais que je devrais pas, je sais ce que je devrais faire, je veux le faire, j'arrive pas à le faire. C'est comme le fumeur qui sort d'une intervention opéré d'un cancer du poumon et qui s'en grillune en sortant de l'hôpital. Donc la connaissance, l'intelligence, la motivation n'a rien à voir avec ça. Il y a un neurotransmetteur qui joue un rôle déterminant dans cette affaire, il s'appelle la sérotonine. Le manque de sérotonine peut occasionner pulsions sucrées, grignotage, irritabilité, etc. Et un certain nombre de situations physiologiques participent à l'effondrement de cette molécule. Inflammation chronique, dérèglement de flore intestinale, sursollicitation du foie dans ces systèmes de détoxication. Et finalement, le comportement alimentaire que l'on perçoit et sur lequel on est jugeant n'est qu'un symptôme révélateur d'une perturbation de fond. À savoir, moi ce que j'observe au quotidien, quand on corrige des perturbations à l'origine de cet état inflammatoire, les gens reviennent en me disant non pas c'est incroyable votre mantra que je récite à 17h, j'ai plus envie de sucrer, c'est pas ça qui se passe. Ils me disent ça m'est même pas passé par la tête, je n'ai pas eu cette perçu un besoin de sucre qui me paraissait irrationnel. C'est-à-dire que il n'y a pas de problématique de volonté ou pas derrière ça. Je vais prendre un autre exemple, justement sur le fait que ces facteurs environnementaux peuvent complètement modifier le comportement chez une même personne. J'en parle dans mon livre sur comment le microbiote gouverne notre cerveau. Je prends l'exemple d'un footballeur français célèbre, dont je donnerai pas le nom, mais dont le patronyme commence par la dernière lettre de l'alphabet, qui en 1998 se sert de sa tête. On aura du mal à trouver. Qui en 1998 se sert de sa tête pour marquer 2 buts en finale de Coupe du Monde. En plus. Et qui 8 ans après utilise sa tête pour assommer un Italien, se faire exclure à 2 minutes de la fin. Les commentaires à l'époque disaient c'est un problème de mental. Alors j'aimerais qu'on m'explique comment il est possible que le même mental du même individu lui permette dans un cas d'être héros national et dans l'autre de terminer sa carrière sur une histoire pareille. Tout simplement parce que dans l'intervalle, il y a eu des problèmes
inflammatoires, de blessures ou autres, qui avaient certainement impacté la synthèse de sa sérotonine, ce qui a pu conduire à ce que dans un même contexte, effectivement, le contrôle de ses émotions a échappé à sa volonté. Et les gens qui connaissent pas ça, qui disent, allez, tous les, on va dire, les personnes qui font du coaching mental sans connaître la neurobiologie disent allez c'est bon, il y a qu'à, il suffit d'eux, il y a qu'à vouloir, no pain no gain, on est hors sujet. Et je prends un deuxième exemple dans le livre, c'est celui de Marie-Josée Pérec, avec qui j'ai travaillé un certain nombre d'années, qui a été plusieurs fois championne olympique, qui disparaît sur une grosse blessure avec endocardite, problème inflammatoire, et fait son comeback avant les Jeux de Sydney. Peut-être un peu jeune, tu t'en souviens pas forcément. Qu'est-ce qui se passe la veille de la finale olympique? Elle monte dans l'avion parce qu'elle craque, parce qu'elle est convaincue qu'il y a une personne qui vient la harceler, qui va frapper à sa porte et qui veut lui porter préjudice. Alors certes, à l'époque, sa concurrente pour la victoire finale était une Australienne, mais comme effectivement, qu'est-ce qu'on a vu dans la presse à ce moment-là? La diva capricieuse, qui a pas de mental. Elle est mec, elle a juste été 2 fois championne olympique. Donc, si la même personne, dans le même contexte, adopte des comportements radicalement différents, c'est qu'il y a des facteurs environnementaux qu'on ne prend jamais en considération, qui influent sur son métabolisme et qui modifient l'équilibre de ses neurotransmetteurs. Et donc une approche systémique, ce que je disais en introduction, m'amène à regarder quels sont les phénomènes immunitaires qui ont pu jouer un rôle. Pourquoi? Dans quelle mesure son alimentation ne permet pas de faire face à ces situations-là? Dans quelle mesure son alimentation ne l'aide pas à fabriquer de la sérotonine? Et dans quelle mesure sa mauvaise appréciation des situations de stress l'amène à faire une espèce de burn-out sportif? Et donc, à partir du moment où on a tous ces outils en main, on se garde de tout jugement de valeur, puisque bien entendu, le déclenchement de la maladie ou le surpoids, ça n'a rien à voir avec l'absence de volonté. Oui, mais alors, bon, moi je veux bien, mais il y a absolument zéro part. Mais est-ce que c'est pas un peu du déterminisme cette histoire, dans le sens où on n'est pas réellement responsable, puisque c'est uniquement notre environnement, donc stress, situation, nutrition, tout ce qu'il y a autour de nous qui influe donc notre perception, qui influe nos prises de décision et nos humeurs. Je veux dire, on a bien, c'est là où c'est compliqué à s'imaginer entre la responsabilisation et le déterminisme, parce qu'on a bien on a un choix, on a le choix de ce qu'on va se mettre de ce qu'on va se mettre dans l'estomac. On a un choix de se conduire par rapport à un stress. Alors le stress intervient sur nous, mais on peut aussi intervenir sur le stress. Donc à un moment donné, si on enlève toute question de motivation et de responsabilité personnelle, mais il reste des choses, je comprends tout à fait le fait qu'il se fasse l'avocat du diable. Il y a un sociologue, donc le professeur Poulain, qui disait on n'est pas des libres mangeurs. Et l'acte alimentaire en soi est quelque chose d'extrêmement anxiogène, c'est-à-dire qu'à tout moment, si on se remet dans l'évolution, même à l'époque du paléo, t'as pas mangé depuis 3 jours, tu chasses une carcasse qui est en train de pourrir au soleil, tu la manges pas, tu meurs du faim, tu la manges, tu peux peut-être mourir. Le même phénomène de questionnement permanent face aux aliments existe et face à cette situation que tous les anthropologues qualifient d'anxiogène, on adopte des comportements répétitifs qui ont la chance, en n'étant pas nouveaux, d'être apaisants. Pour autant, quelle est la responsabilité qu'on a? C'est à divers niveaux de travailler en amont sur l'identification des situations de stress et comment les gérer, sur la pédagogie qui fait que le choix alimentaire qu'on va faire, il doit être éclairé. Et je vois quand on commence à bosser avec des sportifs, j'aborde jamais la question de il faut manger de cette manière-là ou une autre. On part en fait, avec des questionnaires notamment, on part des manifestations éventuelles des mauvais choix alimentaires sur les problèmes de blessures, d'infection, de mémoire, de concentration. C'est-à-dire que si on met en parallèle l'impact fonctionnel, l'impact symptomatique des choix alimentaires de la personne et la manière dont elle mange, et qu'on peut commencer à faire d'une pédagogie qui est non pas, on va dire, dénuée d'un objectif individuel, mais qui est de dire, voilà, le challenge, c'est si tu arrives à modifier ton alimentation de telle ou telle manière, on va observer si tu te blesses davantage, si tu es plus souvent malade ou autre. Et donc, à partir du moment où il n'y a pas de sens à ce qu'on transmet aux gens, il n'y a aucune raison
qu'il l'applique. Quand on dit aux gens pour votre santé, évitez de grignoter la journée, moi j'ai un patient un jour qui m'a dit, moi je m'en fous, je grignote la nuit. Bon, il y a plein de messages comme ça qui sont absurdes. Je prends le temps d'en raconter une histoire comme ça. C'était un patient à l'époque où j'étais dans les Pyrénées-Orientales, donc qui avait 45 ans, qui voulait faire un emprunt pour acheter une baraque, et donc il a dû faire un bilan sanguin. Et son bilan sanguin revient avec cholestérol, triglycérides, tout était dans le rouge. Donc, il a rendez-vous chez le cardiologue, et le cardiologue le reçoit, l'air méchant, lui dit « Monsieur Roach, attention, il faut surveiller votre alimentation. » Et le gars lui dit « Vous savez, ça tombe bien, je suis chasseur, j'ai monté la garde autour du frigo, voir si rien s'échappe. » Bon, parce que bien évidemment, surveiller votre alimentation, tout le monde répète ça, mais c'est comme une prière ou c'est comme quand on écrit sur l'autoroute pendant le Covid, respecter les distances. On ne savait pas si c'était les distances par rapport au véhicule qui était devant ou si c'était les distances par rapport à notre passager. Donc, on se rassure en faisant des phrases toutes faites, mais effectivement, la responsabilité, ça passe aussi, par exemple, par sensibiliser les enfants à c'est quoi un fruit, c'est quoi un légume, la valeur sacrée de l'aliment qu'on met dans la bouche. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, par des choix qui très tôt sont optimaux, qui couvrent nos besoins, il y aura moins de dérapage dans les processus nerveux, hormonaux, immunitaires qui nous protègent. Et donc, il y aura moins de risques de sortie de route. C'est-à-dire que quand les gens, on est amené à faire le constat que leur alimentation, elle est complètement, on va dire, opposée à ce qui leur serait utile, les deux questions qui se posent, c'est comment on en est arrivé là et quel chemin on prend pour les sensibiliser aux changements à mettre en œuvre. Parce que il y a toujours des raisons qui font qu'on mange comme on mange. Et le stress, le fait que le sucre appelle le sucre, que ça modifie l'équilibre de notre flore, qu'il y a une espèce d'intoxication au sucre raffiné qui se fait. Mais c'est pas en disant aux gens arrêtez de manger du sucre qu'on les aide, on va même les stresser, puisque se sentant incapables de sortir de ce cercle vicieux, ils se sentent incompétents, ils se sentent des sous-merdes puisqu'ils n'y arrivent pas, et donc ils vont se mettre en fuite et ça va être encore pire. Donc, dans les outils même de pédagogie nutritionnelle qui seraient utiles à mettre en œuvre auprès des enfants et des populations, on n'emploie pas les bons outils. On travaille qu'avec le bâton et la carotte. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré. Quand j'avais la télé, je me souviens qu'il y avait des pubs qui passaient. Tu pouvais pas voir un truc une pub concernant un aliment sans qu'en bas il y ait le petit bandeau manger, bouger, baiser, boire et faire attention, éviter. Bon, et ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Comme ça inculque déjà que c'est de la foutaise. C'est de la foutaise parce que c'est ceux qui ont créé la situation qui se dédouanent en mettant des messages de mise en garde. Oui. C'est-à-dire que il y aurait eu des responsables politiques qui auraient dit les fast-food, ça sert à rien, on n'en veut pas. Qui diraient par exemple Amazon, ça détruit des emplois, on n'en veut pas. Après, les gens rentrent dans ce truc-là, puis on va leur reprocher d'être tombés dans une forme entre guillemets d'addiction qui était inévitable par rapport aux perturbations que ça provoque. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a comment on éduque le citoyen, mais est-ce qu'on a vraiment envie, au final, de sortir de cette situation sanitaire qui entretient le business d'un certain nombre de gens? C'est-à-dire qu'il faut que chacun parle avec ses tripes en disant qui veut que la situation change. Donc, au quotidien, moi, ce qui me paraît important, c'est de sensibiliser, de faire des liens. C'est-à-dire, si les gens ils comprennent le sens de ce qui se passe, quand tu manges de telle manière, voilà ce qui se passe. Quand les gens, on voit leur relevé alimentaire, qui disent, je comprends pas, tu dis, les gens qui sont en surpoids, il y a un problème alimentaire. Comment on explique l'histoire? Ça m'est arrivé encore hier, d'une femme qui a un poids normal et qui subit une agression, qui a un gros stress, qui prend 30 kilos en 6 mois. Elle a été voir un endocrinologue, elle a été voir deux nutritionnistes, ils ont dit, madame, il faut revoir votre alimentation. Elle a dit, mais alors comment vous m'expliquez qu'en mangeant comme ça il y a un an en arrière, je faisais un poids normal? Elle dit, non, je pense que vous avez dû changer votre alimentation. C'est-à-dire qu'il y a un déni en plus de la parole du patient. Donc, forcément, puisque le patient est un menteur, c'est forcément qu'il a toujours mal mangé et qu'aujourd'hui, c'est son alimentation qui est responsable. Et ce genre de situation, crois-moi, est beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine. Et c'est pour ça qu'on va aussi travailler sur le lien qu'il y a entre stress, système hormonal, inflammation et effectivement les changements alimentaires. Ils vont être là plutôt pour permettre à tous ces systèmes de bénéficier des molécules qui leur sont utiles pour fonctionner normalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus... Alors évidemment, on va travailler avec le jeûne intermittent, je vais regarder la problématique de stress. On va aussi donner du crédit à l'histoire de la patiente. Quand elle dit, moi j'ai pris 30 kilos en quelques mois après un stress et on me dit que c'est pas vrai, j'ai la double peine. 1, j'ai une souffrance et 2, j'ai pas le droit de la formuler. Et ça, c'est aussi le système médical actuel où le patient qui arrive avec des problématiques, il n'a pas le droit
de sortir du cadre de ce qu'on apprend à la fac. Mais je comprends. Et alors, pour me faire l'avocat du diable, comme j'aime bien de l'autre côté, c'est me dire, ouais, mais tout ça, c'est parce que tu expliques, bon, ça semble logique. Je veux dire, tu l'as tué pendant des années, t'es pas un guignol, t'es un expert, donc on peut que t'écouter et te croire. Mais on peut se dire aussi, est-ce que tout ça, ça donne pas des excuses, enfin pas des excuses, mais en tout cas, ça peut conforter dans des situations les gens qui n'atteignent pas des objectifs pondérales, par exemple, de se dire bon mais attends, mais voilà, mais si je change pas, si je suis comme ça, en réalité, c'est pour des choses dont je ne suis pas responsable. Je sais pas, j'ai pas fait de statistiques, je suis incapable de répondre, mais tu vois l'exemple de quelqu'un qui aurait eu un traumatisme psychologique et qui ensuite aurait pris du poids. Est-ce que c'est la majorité des cas? Est-ce que ce sont des cas isolés? Est-ce que c'est pas tout simplement que les personnes se goinfrent en arrière-plan? Je vais faire rager du monde, hein. Est-ce que c'est pas les gens qui se goinfrent en arrière-plan? Alors après, on peut toujours se poser la question, pourquoi ils se goinfrent en arrière-plan? Effectivement, est-ce qu'il y a l'environnement, tout ça? Mais en fait, le contre-penchant de ça qui énerve beaucoup de gens, je pense, c'est le côté, c'est très logique, mais est-ce que ça donne pas un poids supplémentaire aux excuses, aux raisons qui font que les gens ne vont pas forcément essayer de changer, tu vois. Alors, c'est ce que je vais entendre de la part de coach. Je l'entends déjà, ouais. Tu vois, c'est pour ça. À ton avis, quelle est la part de gens en surpoids qui sont ravis d'être en surpoids et qui ont envie de continuer à grossir? C'est-à-dire l'idée que les gens ont des excuses pour pas s'en sortir. Moi, je connais personne. Si on lui dit il y a des solutions pour vous sortir de là, qui ne va pas sauter sur ces solutions-là. À un moment donné, quand je reviens sur la question du stress, ce qui peut provoquer du stress, c'est 4 choses. Ce qui est nouveau, ce qui est imprévisible, ce qui échappe au contrôle et ce qui touche à l'ego. C'est-à-dire qu'une prise de poids brutale, sans explication claire, à laquelle on n'apporte pas de réponse et qui nuit fortement à l'appréciation de soi du patient, il y a un tel facteur de stress qu'il est en stress chronique, ça on peut l'évaluer tous les jours. Face au stress, il y a 3 attitudes. Il y a la fuite, il y a la lutte et il y a l'inhibition. Donc, toutes les personnes qui vont te dire « Moi, je suis très contente d'être en surpoids et puis de toute façon, je ne veux rien changer », il ne faut pas les prendre au sérieux. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Il faut pas les prendre au sérieux. Ils sont dans une formulation de déni parce que s'ils disent « Effectivement, je m'en sors pas, ça me fait flipper, j'ai aucune solution et personne ne m'aide », ils ont le choix entre la corde, le gaz et le train. Donc, le fait oui, mais tu vois ce que je veux dire. Le fait d'être dans ce déni, quelque part, on prend au sérieux une souffrance qui a fini par s'adapter à la situation et qui accepte que les gens ont une faiblesse qui leur appartiendrait ou autre. Mais tu as des gens qui ont été sportifs de haut niveau, qui ont été champions du monde, champions olympiques, qui à l'arrêt de leur carrière prennent 20 kilos qu'ils n'arrivent pas à perdre. Et on va leur expliquer qu'ils ont un problème de mental. J'ai eu le cas un gars qui avait été rugbyman, qui avait été en équipe de France et qui, à l'arrêt de sa carrière, a eu des problèmes métaboliques qui sont apparus. Il faut savoir que quand on est rugbyman et qu'on prend facilement du poids en masse musculaire ou en masse grasse, on a un dérèglement de l'insuline qui est quasiment apparu à l'adolescence. Tous les bilans qu'on fait chez des jeunes rugbymen qui sont dans des gros 8 devant, première ligne, deuxième ligne ou troisième ligne, genre à 18 ans, tu fais 1m80, 120 kg, ce sont des gens qui ont des anomalies potentiel au niveau de leur insuline. Quand ils arrêtent leur carrière, ils prennent du poids même en faisant super gaffe. Tu as des gars qui crèvent tous les jours quand tu es rugbyman, qui font des accidents cardiovasculaires. Il y en a encore dernièrement un ancien joueur de Narbonne, 43 ans, qui est mort en faisant son footing. Les mecs, ils flippent. Ils se doutent très bien que il faut pas croire que le gars dit « Ouais, je suis content de grossir, je suis un spécialiste du barbecue ». C'est pas comme ça que ça se passe. Mais comme on n'a pas de réponse et que la situation sort du cadre et est imprévisible, elle est imprévisible, échappe au contrôle, c'est un facteur de stress, donc on adopte des attitudes de semblant d'indifférence où les gens en rigolent, mais quand tu rentres dans l'intimité de la consultation, les gens, ils flippent comme des malades, parce qu'on leur dit, c'est pas vrai ce que vous racontez. Je te donne un exemple. J'ai reçu une fois un gars qui venait de Marseille, c'était en 2013, je me souviens de l'histoire, le gars, il faisait 1m84, au départ, il faisait 82 kilos, puis il a fait un certain nombre de vaccins à l'armée, il a eu des réactions inflammatoires, il est monté à 137 kilos. Bon, le gars, camionneur, des douleurs partout, surpoids, apnée du sommeil, il était sur le point de perdre son boulot, il a visité pas mal de médecins et de diabétologues à Marseille. Le dernier qu'il avait vu, il était avec son frère, qui fait la même taille que lui et qui fait 40 kilos de moins. Et le diabétologue le regarde et lui dit « Monsieur, votre problème est certainement génétique ». Le gars, lui, mais regardez mon frère. Il dit, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr que vous avez le même père? Le gars a failli se faire défenestrer.
C'est-à-dire, on est à un moment donné face à une situation qui échappe au contrôle, qui est imprévisible, qui touche à l'ego. Merde, j'ai pas fait 15 ans d'études pour être diabétologue et sécher face à ce cas-là. Et donc, le thérapeute lui-même va adopter une attitude qui le met en stress. Quand on regardait ce qu'il mangeait, ce monsieur disait, mais le midi, je mange pas, j'adore parce que j'ai tellement peur de continuer à grossir et de perdre mon boulot que je mange plus. Et le gars, il était dénutri, en surpoids. Je passe le détail de ce qu'on a mis en œuvre. Il a perdu 40 kilos en un an. Il a changé de boulot parce qu'il avait bien identifié qu'il y a des situations de stress derrière. Mais ce que je veux dire par là, même si c'est une histoire excessive et singulière, il y a toujours à un moment donné un événement qui fait basculer. C'est-à-dire que, comme j'explique aux gens, s'ils arrivent qu'ils ont 20 kilos de trop, ils n'ont pas pris 1 kilo par an pendant 20 ans tous les ans, ils ont longtemps eu un poids qui était correct, ils s'adaptaient à des contraintes qui pesaient sur eux. Et à un moment donné, le fléau de la balance commence à pencher d'un côté parce qu'il y a un élément supplémentaire qui vient se greffer. J'ai un peu moins de temps pour faire du sport parce qu'il y a des gamins. Je suis un peu plus stressé, donc je compense un peu plus et je contrôle plus. J'ai une prédisposition génétique, j'ai un dérèglement de ma flore qui jusque-là me posait pas problème. Tu réunis tous ces ingrédients, tu touilles, tu les cuire pendant 1 heure et tu développes un début de surpoids qui est multifactoriel et qui va très très vite dériver. Et on va dire à la personne, forcément vous mangez pas bien. Et le gars il va dire, mais moi je suis la journée au taquet pour bosser, pour nourrir mes gosses, j'ai pas le temps de faire du sport. Le soir, le seul moment où je peux me poser, c'est le repas. Qu'est-ce que vous me proposez de faire? Et tu sens bien que si tu n'as pas une perception globale de la situation, on va très vite, à juste titre, pointer les erreurs et par contre, de mauvais aloi, culpabiliser les gens, parce que le levier de la culpabilité est jamais celui qui fait avancer. C'est plutôt celui de la responsabilisation et du sens. Si tu expliques aux gens exactement ce qui se passe et que tu poses les moyens que tu vas mettre en œuvre, tu as déjà fait la moitié du boulot. Mais c'est parce qu'aussi souvent, je pense qu'il y a une règle qui semble bafouée dans ces cas-là, qui est, à un moment donné, rien ne se perd, rien ne se, comme dirait rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. Ouais. À un moment donné, si tu manges, ça, ouais. Lavoisier, bon. Si tu manges, alors ce que tu nous dis, c'est qu'il peut y avoir des modifications donc du métabolisme, de augmentation et ralentissement du métabolisme. Mais c'est vrai qu'il y a un truc dont on se dit, à un moment donné, si tu prends du poids, c'est que il y a quelque chose qui rentre plus qu'il ne sort en termes de calories. En termes d'autres choses aussi, mais en termes de calories. C'est une grosse erreur de raisonner sur la calorie. Et là, je fais appel à, je pense, le plus grand nutritionniste qu'il y a eu en France, qui s'appelait Jean Trémolière, qui expliquait, thermodynamique à l'appui, que le principe de la calorie est une mesure de la chaleur dans un système fermé quand on met un nutriment, qu'on le chauffe et qu'on regarde l'énergie dépensée et le CO2 produit. Le système humain est un système complexe qui répond au deuxième principe de la thermodynamique, celui de l'entropie, qui dit que tout système organisé qui a des systèmes régulateurs complexes dépense une part d'énergie importante et imprévisible a priori pour maintenir l'équilibre de ce système. Et donc, tout était écrit déjà en 75. C'est-à-dire que la problématique du poids, disait-il, ne sera jamais liée à un déséquilibre entre les entrées et les sorties, mais ce sera lié à des problématiques complexes qui affectent tous ces systèmes de régulation d'un organisme exposé dans un environnement potentiellement agresseur. Sauf que écrire ça ouvrait vers énormément de directions différentes et que déjà le cadre académique de l'enseignement de la médecine était fait de colonnes bien particulières, la colonne de la psy, la colonne de l'immuno, la colonne de l'hormono, la colonne de la nutrition. Et si tu avais des problématiques qui t'amenaient à consulter une personne dans chacun de ces domaines, aucun ne faisait la synthèse. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais un accident de bagnole, que tu avais le spécialiste du volant, le spécialiste des pneus, le spécialiste de la portière. Chacun faisait son boulot, mais que personne cherchait à faire la synthèse de ce qui était observé. Et tout est parti de là. Et comme la spécialisation s'est accentuée, que la technicité s'est développée, on est arrivé à ce que décrivait déjà en 85 le professeur Testard, celui qui a participé à la mise au point de la brebis Dolly, la première brebis, tu sais, éprouvette. Il disait, le grand problème de notre époque, c'est que la technique a tué la connaissance. Alors, derrière la phrase, ça veut dire qu'il faut revenir à la base et à la physiologie, tel que moi on l'a enseigné, permet de comprendre que si tu as un problème de poids qui apparaît à un moment donné chez une personne, c'est que les systèmes qui contrôlent la mise en réserve et la mobilisation, mais qui contrôlent aussi peut-être le comportement alimentaire, mais qui contrôlent aussi peut-être le rôle du stress sur la prise du comportement alimentaire, ces différents systèmes sont durablement perturbés par des facteurs extérieurs.
Et c'est la clé, on ne peut pas s'en écarter. Toute situation qui consiste à dire qu'on compte les calories, je peux donner un autre exemple, les voies à l'échec. À ton avis, si on compte le contenu calorique réel d'une journée, quand on regarde ce que tu manges sur des repas, et que dans les aliments que tu consommes au cours de ces repas seraient par exemple marqués au carbone 13, ce qui permettrait de mesurer le CO2 rejeté, donc le métabolisme qu'il y a eu, permettant de savoir exactement la part des aliments que tu as consommés dans la journée, qui sont brûlés dans la journée, tu tombes à 12%. C'est-à-dire que 88% du métabolisme consiste à stocker, déstocker, modifier, transformer, faire du glucose avec du pyruvate, faire du glucose avec des acides aminés, faire des acides aminés avec d'autres molécules. Donc tout ce qui est amené au cours d'un repas, même si on dit sur sa journée, tu as l'équivalent de 2600 calories dans ton assiette, tu ne vas pas dépenser 2600 calories de ton alimentation dans la journée. Donc tout passe par des processus subtils de mobilisation, d'anticipation. Un exemple, le rassasiement survient toujours au bout du même délai, mais ça dépend de ta dépense d'activité physique. Donc, comme si le cerveau savait à l'avance, quoi que tu mettes dans ton assiette, ce que tu allais manger. Et si tu as, par exemple, des perturbations de ta flore intestinale qui vont perturber à leur tour le contrôle du comportement alimentaire, tu vas avoir soit des dérapages, soit au contraire des systèmes d'anorexie ou boulimie qui vont apparaître, qui sont la conséquence majoritairement de deux choses, soit un stress chronique qui interfèrent sur le comportement alimentaire, soit des dérèglements de l'écosystème intestinal, c'est très très bien décrit, qui vont un peu faire comme des virus informatiques dans les logiciels du comportement alimentaire et qui vont planter ça. Aujourd'hui, la problématique de l'anorexie ou des troubles de comportement alimentaire, moi je l'aborde par deux volets simultanément. La compréhension de la gestion du stress et le travail pour rééquilibrer l'écosystème intestinal. C'est ces deux éléments qui vont, lorsqu'ils agissent de manière harmonieuse et de concert, font faire que la personne va manger de manière appropriée et ne va pas développer de problème. Ok, donc la vision de la balance calorique unique pour prendre ou perdre du poids, ou pour expliquer les prises et les pertes de poids, elle est largement incomplète si on ne prend pas en compte donc tous les autres facteurs que tu décris, notamment ces modifications internes qui se passent tout le temps en fonction de l'environnement, en fonction de le fait que le corps cherche à rester à l'équilibre. Elle est fausse et elle est absurde. Elle est fausse et elle est absurde, d'autant qu'on ne sait jamais évaluer exactement. En fait, elle est incomplète parce que, admettons, moi, je suis dans un métabolisme qui est le même au jour 1 et au jour 30. Tu vois, c'est-à-dire que mon environnement est à peu près le même, mon stress est à peu près le même, mon équilibre interne et mon métabolisme est à peu près le même, tu vois, c'est-à-dire voilà, j'ai pas de gros bouleversements. Bon, si je augmente mon apport calorique entre le jour 1 et le jour 30, il y a de fortes chances que je monte mon poids aussi d'une manière mathématique puisqu'en fait on réduit les autres facteurs Alors dans les études, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des études qui ont été faites dans des chambres caloriques dans les années 70 et 80 qui visaient à piéger les consommateurs, notamment avec des édulcorants. C'est-à-dire que il y avait deux types d'expériences qui étaient faites. Des aliments où le sucre était remplacé par des édulcorants, et où c'était pas mentionné aux patients en question, et on observait l'apport calorique qui était réalisé. Et on se rendait compte que la première semaine, il y avait effectivement un apport calorique qui était moindre du fait qu'il y avait des édulcorants, qu'il y avait une compensation qui survenait au cours des semaines suivantes, et qu'au final, à l'issue du mois, la balance était la même. Autre expérience qui consistait à placer des volontaires derrière une vitre. Ils avaient une paille par laquelle ils aspiraient un liquide et en face d'eux, ils voyaient le liquide du volume qui descendait. Et en fait, dans ces expériences-là, les tubes que les gens voyaient en face d'eux n'étaient pas le leur. C'est-à-dire que les tuyaux et on se rendait compte que si les gens avaient l'impression que leur apport énergétique était important, c'est-à-dire que le niveau du tube descendait trop vite, ils arrêtaient leur prise alimentaire avant, sauf que si effectivement on les avait leurrés, qu'ils n'avaient pas assez mangé, au cours du repas suivant, il y avait une compensation qui survenait. Donc, il y a des mécanismes assez subtils qui surviennent, c'est-à-dire que l'idée selon laquelle si mon métabolisme est bon et que je commence à augmenter mes apports alimentaires sur un mois, je vais prendre du poids, tu ne vas pas les augmenter sur un mois parce qu'il y a d'autres mécanismes d'ajustement. Dans les années 80, le professeur Kreff à Paris a travaillé avec des cyclistes de 16, 17, 18 ans. Il a regardé précisément niveau d'apport calorique et la dépense énergétique sur une semaine. Et il a constaté que l'apport énergétique du jour J
était corrélée à la dépense énergétique du jour J-2. Autrement dit, il y a des processus de régulation à moyen terme et à long terme, gestion des réserves de glycogène, mobilisation des graisses, diminution de la taille moyenne des adipocytes. Tout ça, en fait, ça crée des messages d'alerte potentiels. En gros, je suis un paléo, j'ai moins de réserves de graisse, moins de réserves de sucre, je dois être poursuivi ou je dois chasser, je suis en danger. Donc, ces ajustements qui remontent extrêmement loin dans l'évolution sont toujours opérationnels et tout est fait pour maintenir le statu quo. C'est-à-dire que c'est jamais des anomalies propres au fonctionnement de notre organisme qui font qu'on prend du poids, c'est toujours des interférences liées à des facteurs extérieurs qui vont venir perturber la bonne organisation de tout ça. Notamment parce que le système hormonal fonctionne avec des boucles de rétroaction. Tu dois connaître ça. Si on prend la thyroïde, tu as l'hypothalamus qui libère un messager, le TRH, qui agit sur l'hypophyse, qui libère la TSH, qui stimule l'activité de la thyroïde. Et les hormones thyroïdiennes, en retour, vont contrôler l'activité de l'hypothalamus. Donc, normalement, si un problème thyroïdien apparaît, c'est seulement parce que les problématiques rencontrées dépassent cette boucle-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Des anticorps qui détruisent la thyroïde, des anticorps qui détruisent le récepteur de la TSH, etc. Et donc, on a la même chose sur les ovaires polykystiques, même chose sur l'endométriose. Toute anomalie hormonale qui apparaît et qui peut donc contribuer à des prises de poids n'est pas liée à un dérèglement propre de la glande qui produit l'hormone, mais c'est lié à l'intervention de perturbateurs endocriniens, de stress, d'auto-immunité, d'agents infectieux qui interagissent. Et donc, dans ce contexte-là, la même prise alimentaire donne des résultats différents. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas focaliser sur le choix alimentaire de la personne pour chercher des explications au surpoids. Et quand bien même son alimentation serait caricaturale, elle est le résultat de problématiques profondes. On connaît la candidose et les pulsions sucrées. Pourquoi est-ce que les pulsions sucrées apparaissent? Parce que ce champignon, pour proliférer, a besoin qu'on mange du sucre et il crée une perméabilité intestinale pour envoyer au cerveau des messages qui vont nous amener à manger sucré. Et donc, le résultat final qu'on observe, c'est-à-dire les choix alimentaires parfois agaçants qu'on voit chez des jeunes qui bouffent du sucré, pour moi, c'est symptomatique et c'est pas problématique. Même si c'est problématique d'un point de vue santé, c'est symptomatique, c'est-à-dire que si tu veux dire aux gens supprimer le sucré en faisant du coaching mental, en mettant des mantras, en disant « Allez, tu peux y arriver, no pain, no gain », tu es hors sujet parce que tu n'as pas travaillé sur la cause du problème. Tu vas être dans le cas de figure de l'ancien fumeur qui fume plus, mais qui va renifler des mégots froids tous les matins parce que ça lui manque. Et c'est pour ça qu'il faut être physiologiste pour comprendre les liens qu'il peut y avoir entre tous ces phénomènes et le cerveau qui décide en fait de nos actes en fonction de notre survie dans l'environnement où on est placé. Et plus tu as de leurres qui viennent perturber le fonctionnement du cerveau, déséquilibre de la flore intestinale, problèmes infectieux, problèmes immunitaires, problèmes de pollution, plus en fait il va y avoir des ratés dans les phénomènes d'ajustement, que ce soit dans la prise alimentaire. Parce qu'effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'il y a des gens qui développent des prises alimentaires excessives et qui développent du surpoids, avec l'exemple caricatural de syndrome de Pickwick, où les gens ont une anomalie qui fait qu'ils ne perçoivent pas le rassasiement. Mais tu as tout un tas de processus intermédiaires, et avant de fustiger le patient qui mange trop, essayons de comprendre ce qui fait que ces systèmes extrêmement fins de contrôle et de régulation sont plantés. Et c'est parce que on comprendra ce qu'il y a raté finalement dans ces boucles de contrôle qu'on pourra trouver des solutions. La prise en charge du surpoids fait qu'à 1 an, il n'y a que 8% des gens qui n'ont pas repris tout ou partie du poids qu'ils avaient perdu. Donc, ça veut dire qu'on a 8% d'efficacité sur les régimes. Si le régime s'appelait n'importe quel médicament, s'il avait le nom de n'importe quel médicament, il serait interdit à la mise sur le marché. Aucun médicament n'est mis sur le marché avec 8% d'efficacité. Ça veut donc dire que la stratégie du régime amaigrissant, qui est la seule solution qui existe quand on ne réfléchit pas de manière globale, est vouée à l'échec, quand bien même on manipule la composition de ce régime, pauvre en glucides, pauvre en lipides, cétonique, tout ce qu'on veut, on essaie de modifier. Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qui fait que le contenu de l'assiette, à un moment donné, et le comportement ont fait que la personne se trouve dans cette situation de désadaptation. Il faut prendre le surpoids comme une désadaptation physiologique. Ok, bon. Si on repart sur un peu sur la question que j'avais au début, qui était celle de
de l'espérance de vie. Donc, ce n'est pas qu'une question de quantité alimentaire, c'est une question donc de quantité de micronutriments, mais pas que, d'environnement, de stress, de manque d'activité sportive. Alors, c'est bizarre parce que moi, je pensais, il y a plein de questions qui me viennent, il y a plein de choses. Ouais. On va essayer d'éviter le dramatique, même si j'aime bien des fois. Je pensais que récemment, le sport ou l'activité physique était mauvaise parce que on avait des injonctions à pratiquer un sport et que finalement ça mettait la pression. Alors, je pense que tu vas pouvoir me répondre là-dessus, sur ça, sur un peu les dérives. Est-ce qu'il faut vraiment en parler? Est-ce que c'est vraiment une problématique de société de parler du surplus en sport? Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est en déficit sportif global de toute la population. Et j'ai l'impression que tu as un peu donné la réponse en disant que finalement, en termes d'activité physique, on était bulle. Et c'était ça aussi qui jouait sur l'espérance de vie. Donc là-dessus, déjà. Alors on a une situation qui est très contrastée malgré tout et je pense quand j'entends ce que tu évoquais et que je réfléchis à ma réponse, j'ai en tête forcément l'exemple de l'île de la Réunion que je connais assez bien, j'y suis allé assez souvent, où tu as soit des diabétiques, soit des trailers. C'est-à-dire que tu as pas de mainstream de la personne qui fait 3 heures de sport par semaine, qui joue un peu au tennis et qui va bien. C'est-à-dire que tu as à la fois la problématique de prédispositions épigénétiques, des facteurs environnementaux, de l'hygiène de vie. Il y a quand même des fois des modes de consommation de liquide qui interpellent. Et puis de l'autre côté, tu as une espèce de boulimie de l'activité physique qui peut elle-même d'ailleurs être problématique d'un point de vue de la santé. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est-à-dire que le sport est bon pour la santé jusqu'à certains niveaux. C'est comme quand on dit que le sport est bon pour la santé, c'est comme quand on dit que manger est bon pour la santé. Ça, tout dépend de quoi on parle. Voilà. C'est encore une fois des injonctions, mais la question, c'est l'activité physique. C'est-à-dire que je prends le temps de développer un peu ça conceptuellement. C'est que comme ce sont beaucoup des physiologistes de l'exercice qui ont travaillé sur le sujet, leur modèle de compréhension du bénéfice de l'activité physique par rapport au métabolisme s'est inspiré des études menées chez des sportifs compétiteurs. Donc, bien évidemment, si on s'adresse à des gens qui n'ont jamais fait de sport, qu'on leur dit il faudrait que vous fassiez 10 000 pas par jour ou que vous fassiez 3 heures de footing par semaine, si les gens n'ont pas cette culture-là, qu'ils n'ont pas forcément envie, qu'ils redoutent parce que la marche est trop haute, ils vont jamais se mettre en place. Et il y a quelques physiologistes qui se sont posé la question inverse, à savoir, et c'est comme ça que j'explique aux patients, imaginons quelqu'un qui fait 2 heures de sport par jour, il est sédentaire 22 heures par jour, même si ça lui déplaît de l'entendre. Quelqu'un qui est sédentaire 24 heures par jour, il a en commun avec le premier 22 heures de sédentarité. Mais parce qu'il le premier est sportif, ce qui se passe dans son métabolisme durant la sédentarité est globalement différent de ce qui se passe chez le sédentaire pendant sa sédentarité. Il s'est produit ce qu'on appelle des adaptations, des changements en profondeur du métabolisme, des régulations hormonales, de l'équilibre des neurotransmetteurs, de la gestion du stress. Bref, il s'est passé un certain nombre d'éléments durablement positifs qui influent sur la façon dont il va mobiliser ou stocker ses réserves au repos. Donc la question qui se posait, c'est quelle était la recommandation d'activité minimale qui pouvaient être envisagées, et étonnamment on tombait sur au moins 3 fois une demi-heure d'activité aérobie par semaine, ce qui paraît peu, mais qui en même temps pour certaines personnes, je peux te l'assurer, est extrêmement compliqué. Et je leur dis, mais si dans votre organisation de vie et votre manière de penser les choses, il vous paraît impossible de trouver 3 fois une demi-heure d'activité par semaine, ne serait-ce que de la marche ou autre, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire à quel point on s'est éloigné de notre statut de ce que décrivait McDougall dans Born to Run. On est quand même là à l'exact opposé de ce pourquoi notre épigénétique nous a programmés. Mais une fois qu'on pose ce constat, c'est comment on réintroduit ça et comment on le fait passer aux gens. Alors, il y a plein d'astuces. Moi, je dis souvent aux gens, si vous voulez maigrir, achetez un chien. Si vous voulez grossir, achetez un chat. Donc déjà, il y a des choix tout bêtes. C'est les 3 fois une demi-heure, vous essayez de repérer des moments où vous prenez rendez-vous avec vous. La problématique, notamment du basculement vers le surpoids ou l'obésité des jeunes mamans après le 2e enfant ou le 3e enfant, c'est l'incapacité de trouver du temps pour soi et de considérer que c'est une priorité.
C'est-à-dire que si on fait entendre aux gens dès le plus jeune âge que l'activité physique, c'est pas seulement un facteur de loisir, alors que d'autres disent, moi, j'en ai rien, j'aime pas courir, je vais me faire de la guitare ou je veux faire DJ, je m'en fous de faire du sport. Mais si on fait entendre que c'est aussi important que ce qu'on met dans son assiette, que l'hygiène de sommeil, que le fait de se laver les dents, et que ça fait partie et qu'on fait en sorte de le rendre agréable, c'est-à-dire que je vois en France, j'ai eu l'occasion de recevoir des lycéens ou des collégiens en consultation, quand ils vous disent, moi je vais bien faire du sport, mais quand on sort de la cantine, qu'on va nous faire courir, qu'on sent la sueur froide et qu'on va en cours et qu'on pue, on n'a pas envie de faire du sport. Et donc, ça nous renvoie encore une fois à quoi? À l'organisation des rythmes scolaires, au fait que, par exemple, en Suisse, à 15h30, tout le monde est sorti d'école, et que si on doit faire du sport ou si on doit faire des activités artistiques qui nous permettent d'apprécier des vrais musiciens ou des vraies chanteuses avant les Jeux, ça c'est un autre sujet, forcément, on aura... Pas là-dessus, Denis, tu vas te faire engueuler. Non, mais moi, j'ai lancé une pétition pour les Fatal Picard, parce qu'au moins on rigolera. Bref. Non, mais ce que je veux dire, ça fait longtemps que je les ai pas entendus. Ce que je veux dire, c'est que encore une fois, on retombe sur une problématique structurelle d'organisation et que la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont raté le rendez-vous avec l'activité physique à un moment donné? Parce qu'un enfant, naturellement, il court, naturellement, il joue derrière un ballon, naturellement, il nage, naturellement, il fait du vélo. À quel moment est-ce que le rendez-vous est raté? Parce qu'on va rentrer dans une logique compétitive. Je prends l'exemple de la natation. Tu vas dans un club de natation aujourd'hui, tu as 15 ou 16 ans, ou tu es compétiteur ou tu dégages. Quelqu'un qui vient dire, moi, je veux apprendre à nager, je veux faire 3 séances de natation par semaine parce que ça me fait du bien. S'il n'est pas dans une logique compétitive, il se fait virer du club. Et donc, il n'y a pas de place pour une pratique qu'ont des adultes. Tu as aujourd'hui des quadragénaires ou des gens, ils font du tennis loisir, ils font de la natation loisir. Il y a de la place pour eux. L'aquagym, tout ça, il y a de la place. Mais un jeune qui dit, moi, d'accord, je veux bien faire du sport, mais j'ai pas envie de faire la compétition. Il n'a pas sa place. C'est-à-dire que parce qu'il y a aussi des valeurs sociétales qui sont orientées vers la réalisation absolue de la performance, c'est ce que dénonce Albert Jacquard, ou ce que dénonçait aussi d'autres. Oui, c'est Jacquard qui disait ça. On n'a pas la possibilité d'être simplement dans une logique harmonieuse de je fais du sport 3 fois par semaine et j'ai ma ligne d'eau et les autres ils nagent plus vite, c'est pas mon problème. L'importance accordée au niveau scolaire aussi. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, on se retrouve à l'âge adulte, tout à des gens, une fois qu'ils ont passé le bac, ils font plus jamais de sport de leur vie, puis ils en ressentent pas le besoin, ils n'en voient pas l'intérêt. Et donc, forcément, ils viennent t'engueuler. Ils viennent t'engueuler quand tu leur dis que c'est bon pour eux. Oui, parce qu'il va pas par quel bout prendre le truc. Et surtout s'ils ont pris du poids, qu'ils sont un peu essoufflés. Et parfois, il faut un accident de vie pour qu'ils basculent, ou alors il y a des rencontres qui peuvent faire ça. Mais moi, je pense que on est vraiment dans une situation contrastée où il n'y a jamais eu autant de gens qui faisaient du sport, mais autant de gens qui étaient autant sédentaires. Et il y a le moyen terme d'une activité, on va dire modérée, harmonieuse ou autre, est pas forcément réparti uniformément. Et c'est pas forcément ceux qui font le plus de sport qui mangent le mieux et qui ont le moins de stress. Ce qui veut dire que parfois le bénéfice lié à la pratique sportive est plus que compensé négativement par d'autres éléments qui sont défavorables. Le stress, l'impact sur l'immunité d'une activité excessive, le fait que quand tu t'entraînes beaucoup, tu manges du riz, tu manges des pâtes, tu manges du riz, tu manges des pâtes, et parce que on a la logique énergétique derrière, et tout ça fait qu'à un moment donné, tu es sur une espèce de courbe en U où trop de sport ou trop peu de sport sont aussi défavorables. Et c'est quoi c'est quoi le bon dosage? Ça, personne ne te l'explique. Et donc, tu rencontres aussi bien des pathologies liées à l'inactivité physique que des pathologies liées au surmenage sportif. Moi, je peux dire au cabinet, je vois autant de gens qui ont des problèmes de santé qui font pas de sport que des gens qui sont des ultra-trailers qui ont décompensé. Le problème du burn-out de l'ultra, c'est pas de savoir si il va le faire, c'est quand il va le faire. Ok, ouais. Mais toujours les extrêmes, quoi. Les extrêmes, de toute façon, les extrêmes sont jamais bons. On est au courant. Mais bon, c'est pas forcément. Ça vient pas forcément évident. Je vais continuer de provoquer un tout petit peu. Est-ce que tu penses aujourd'hui le business, d'une manière générale, de la forme, du sport, de la santé, du fitness, se sert de l'argument de la santé pour en réalité faire de la discrimination physique, créer des injonctions, mettre la pression sur les gens? Est-ce que la vraie question qu'il y a derrière, c'est est-ce que tous ces gens qui te disent de faire du sport, est-ce que c'est parce que c'est vraiment bon ou et qui critiquent sur le physique, ou c'est simplement une excuse pour en fait être intolérant
envers les gens qui ne font pas de sport. Est-ce que j'ai été clair dans C'était été très clair. question. Pour moi, il y a un peu de tout ça. Ça commence à moi, je vais parler d'un truc que je connais très très bien puisque j'ai fait de l'enseignement en UFR STAPS. Il y a énormément de gens qui sont formés à faire métier de la forme, qui vont avoir un master, qui sortent avec un bac+5 et qui gagnent que dalle et qui doivent aller dans une salle de fitness pour encourager des gens qui font du meilleur de sport et leur dire que c'est très bien. Donc il y a aussi une problématique tout le monde dit que le sport c'est important, on crée des métiers de la forme, mais on ne crée pas un vrai contexte pour que les gens puissent s'exercer. Dans l'environnement économique qui est celui qu'on connaît en France, bien évidemment, il y a une pression importante qui est là-dessus, et puis il y a une montée en puissance d'une forme d'intolérance globale, hein, c'est-à-dire t'es trop gros, t'es trop mec, t'es trop noir, t'es trop jaune, t'es trop normal, ce qui fait qu'à un moment donné, tout peut être sujet à stigmatisation à partir du moment où les gens ont l'esprit qui est mal vissé. Et on a des manières de fonctionner d'un point de vue pédagogique aujourd'hui qui entretiennent ça, notamment la culture du questionnement. Albert Jacquin, encore lui, disait souvent que la démarche scientifique, c'est la jubilation face à l'inconnu, mais c'est surtout quelque chose qui n'est pas dogmatique, qui questionne sans a priori le monde qu'il observe. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont peut-être jamais commencé à se questionner. En tout cas, ils ont des dogmes ou des croyances, et ces dogmes ou ces croyances s'exercent dans n'importe quel domaine, que ce soit celui de la forme, celui de l'alimentation. Et donc, ceux qui ne rentrent pas dans le moule de cette croyance-là se sentent stigmatisés et vont avoir beaucoup plus de mal à démarrer une activité physique qui correspond. Et effectivement, il y a tout un business derrière qui est plutôt florissant. On peut même se demander d'ailleurs si certaines holdings n'ont pas à la fois une main dans l'agroalimentaire et une main dans le business de la santé. Après tout, autant gagner des deux côtés. Poser la question, savoir la réponse. Et comme ça, tu crées des conditions pour que les personnes ne s'y mettent pas, pour ensuite leur vendre des raisons de pas s'y mettre. Et alors en plus, alors je sais pas, ça c'est peut-être à la limite un truc que je vais dire moi, qui n'engage que moi, même si je sais qu'on est beaucoup à le partager. Tu rajoutes en plus à ça une société où une bonne grosse partie de la population se sent offensée quoi qu'il arrive. On rentre dans un truc où finalement la plus petite attaque, problème ou quoi que ce soit est vue comme quelque chose de dramatique. D'ailleurs, on n'a jamais autant utilisé le mot traumatisé en ces temps où il n'y a absolument rien de traumatisant. Enfin bon, ça c'est mon avis personnel. Après, je pense que Coluche sera encore là, ou des proches seront encore là, ils auraient beaucoup de mal avec ce monde qui est présent. Et en fait, j'en reviens à la plaisanterie que j'évoquais tout à l'heure, parce que sur un sujet aussi absurde que qui va chanter l'ouverture des Jeux, déjà quelque part. Le sport, c'est pas ça. On a eu des propositions qui ont amené des réactions qui étaient prévisibles à la virgule près chez les uns ou chez les autres. À ceci près qu'on se demande si cette proposition-là n'a pas été faite simplement pour amener à morceler encore plus. Et dernièrement, on me demandait mon avis là-dessus, et j'ai répondu en prenant beaucoup de distance un peu rigolote. J'ai dit, moi, je voudrais lancer une pétition pour les Fatal Picard, parce que ils ont fait l'Eurovision, donc ils seront pas démunis dans le contexte de la compétition. 2, ils vont pas cliver le pays parce que tout le monde est unanime sur leur mauvais goût. Et puis 3, au moins on pourra rigoler, parce que c'est incroyable de prendre des choses avec autant de sérieux sur un sujet aussi frivole. Et ça résume la situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui aurait été ado dans les années 70, je donne pas d'exemple, tu vois, qui serait tombé en hibernation et qui se réveille dans ce monde-là, il se dit, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi? Il y a un virus qui a touché tout le monde. Ils sont tous fous, quoi. On est dans un truc, effectivement, où on peut pas plaisanter facilement. Moi, je sais que l'autre jour, je me suis fait reprocher un truc parce que on parlait des graines de chia en cours. Puis en fait, les graines de chia, c'est plein de protéines. C'est un animal qui est un croisement entre le chien et le chat. Pour ça s'appelle les graines de chia. Mais on n'en connaît pas beaucoup parce qu'ils finissent au restaurant chinois. Bon, putain, qu'est-ce que j'avais pas dit, tu vois? C'est juste, c'était histoire de malheureux. Ouais, j'aime mieux ce genre d'humour, mais et tu as raison, mais on se demande si finalement cette incapacité à la dérision, qui est une manière de passer en mode intelligent, c'est le préfrontal, a été abandonnée et n'est pas cultivée
aussi pour avoir un statu quo des mentalités face à un système qui dessert beaucoup de monde mais qui profite à quelques-uns. Et quelque part, la décroissance de l'espérance de vie en bonne santé, elle est la conséquence logique de tous ces mauvais choix pédagogiques, institutionnels, structurels, économiques. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui refusent absolument de voir certains aliments arriver sur leur territoire. En France, on avait quand même une gastronomie reconnue, et puis aujourd'hui, t'es ado, tu sors du lycée, tu vas bouffer du kebab ou tu vas bouffer des trucs qui, voilà, et puis on se retrouve autour de ça. Tu as l'impression qu'il y a eu un lavage de cerveau général et que si ça dessert beaucoup de gens, ça profite à quelques-uns. Alors, À qui? comment dire, À qui? À qui? bah, Nommons. on a peut une nommer. dépression. Oui, c'est clair. Il y a des gros groupes de business. On sait très bien que le Covid a enrichi encore plus certaines personnes qui étaient déjà très riches et ont plongé dans la précarité des gens qui, du coup, ont des problématiques alimentaires, parce que c'est ce qu'avait décrit un sociologue américain, Adam Dronowski, qui avait fait une étude sur l'obésité dans les différents quartiers de New York. Et il avait montré que l'obésité était inversement corrélée au revenu, au niveau de vie moyen des quartiers concernés. C'est-à-dire que c'était chez les plus pauvres qu'il y avait le plus d'obèses. Et il disait que c'était en 2007, je crois, ou 2006, il disait que dans les pays, des quartiers les plus pauvres, le budget alimentaire était de l'ordre de 7 dollars par jour, par personne. Donc forcément, tu vas manger des aliments de mauvaise qualité, tu vas avaler ton lot de polluants, tu vas vivre dans un stress permanent, tu vas avoir peut-être une hygiène, une santé, une immunité un peu défaillante. Donc tu réunis toutes les conditions pour peu qu'en plus tes valeurs, comme l'enseignement, ne te mettent pas à la hauteur de ce genre de choses. Parce que de tout ce que tu décris, moi, la pire évolution, je trouve, au niveau sociétal qui nous menace, c'est l'absence d'exigence par rapport à la langue française. Alors on va me dire, c'est un truc de réac. Pas du tout. Pas du tout. Je lisais cet été des mémoires d'une femme qui s'appelle Louise Michel. C'est pas à part le fait que c'est un nom de station de métro, les gens savent pas forcément de qui il s'agit. Donc c'était une Française qui était militante, qui a fait partie des personnes qui ont déclenché la Commune en 1870 pour se soulever contre l'oppression qu'il y avait à l'époque. Donc ça a été une guerre civile en France qu'on a appelée poliment la Commune. Et Louise Michel expliquait que avant d'être déporté en Guyane, pas en Guyane mais en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on voulait pas mettre les prisonniers politiques avec les droits communs, donc il y avait le bagne à Kourou et on a créé un bagne en Nouvelle-Calédonie. Elle expliquait que énormément d'ouvriers et de personnes des quartiers populaires de Paris et de la couronne était extrêmement cultivé, puisque l'accès à la lecture et à l'écriture était le seul moyen qu'ils avaient de s'émanciper et de lutter. Et donc, quand on voit aujourd'hui les débats sur la portée littéraire de certains ou certaines et le fait qu'ils puissent être porte-drapeau de notre pays, etc., sans trop rentrer dans les débats, on se dit juste que, bien évidemment, il y a une instrumentalisation d'un analphabétisme qui va servir ceux qui sont en haut par rapport à ceux qui sont en bas. Et que cette difficulté à respecter la sémantique et le français participe au statu quo des inégalités qui vont se répercuter sur l'espérance de vie, parce que l'espérance de vie qui baisse, c'est pas chez tout le monde. C'est pas chez les plus nantis que l'espérance de vie diminue, c'est chez les plus démunis. Là aussi, il y a un prisme socio-économique qui est une réalité. C'est oui. Moins t'as de pouvoir d'achat, plus t'es pauvre, moins t'es cultivé, moins t'as accès à l'information, moins t'as accès au savoir, moins t'as accès aux bonnes choses, à la bonne bouffe, à ce qu'il faut faire en termes de sport, etc. Donc on est un peu là-dedans. Mais alors, est-ce que c'est la grande question? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est programmé? Est-ce que un petit côté complotiste cette histoire-là? Déjà. Le terme complotiste est une étiquette facile qu'on met pour couper court à tout débat. Donc, je suis tout à fait d'accord, comme plein de choses. Ouais. Oui, il y a complotiste en plus. Non, pour moi c'est clairement un dessein qui est au-dessus de tout le monde, qui est une volonté économique d'hégémonie de quelques-uns qui n'a aucune conscience de l'humain et qui n'a qu'un seul objectif, c'est de se remplir les poches, quelles que soient les conditions. Et certainement qu'il y a d'autres projets qui sont
évoqué, hein, on parle de tout ce qui est transhumanisme et autres. Bon, là, on sort du cadre. C'est un sujet sur lequel je suis pas suffisamment armé pour m'étendre trop, mais intuitivement, bien évidemment, il y a trop de coïncidences pour que ce soit malencontreux et que ce soit malheureux. Bon, allez, laissons-nous réfléchir là-dessus. Je vais me faire un petit peu alarmiste parce que finalement, si cette espérance de vie elle recule, parce que notre alimentation est de moins bonne qualité, qu'on mange moins, donc en moins bonne qualité, on a moins les apports nutritionnels. C'est vrai qu'en fait, il y a une espèce de truc très logique. Hein. Si on apporte moins, ce qui nous permet de survivre, forcément, on survit moins longtemps. Bon, il y a ça, il y a le sport. Bon, l'activité physique qui est pas incroyable, qui est de pire en pire. Les gens sont de plus en plus sédentaires. Quand je vois comment est le monde et où c'est qu'il va aller, je le vois vers un monde de plus en plus confortable, de plus en plus technologique, qui va enlever les contraintes physiques pour les remplacer par de la technologie, par du confort, voilà. Et puis alors c'est marrant parce que plus on est dans le confort, moins on a de contraintes, plus on perd le sens des choses. Et chacun se demande quel est le but de la vie. On se posait moins ça quand on avait plus de contraintes physiques, mais bon, ça c'est une autre chose. Donc quand je vois comment ça va aller, je suis en train de me dire, finalement cette courbe d'espérance de vie, elle est pas prête de remonter de si haut. Alors il y a plusieurs éléments. Il y a qu'effectivement il y a comme disent les toxicologues, la rémanence des problèmes, à savoir que, je prends un exemple très simple sur les nitrates. À l'époque, en Bretagne, ils disaient que s'ils arrêtaient les engrais, il faudrait 30 ans après l'arrêt de l'engrais pour que le taux de nitrate dans l'eau diminue. C'est-à-dire que quand bien même il y aura un changement radical de la manière d'envisager le monde, le temps que le changement s'opère, il y aura encore une persistance des impacts. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut devenir bio, il doit avoir une période de transition pour que son sol puisse être considéré comme étant vraiment producteur d'éléments bio. Il y a le premier élément. Donc, il y a cet élément-là qui est un peu inquiétant. Ce qui est du domaine de l'éducation et de l'activité, il appartient à beaucoup en fait de faire changer ça, et il y a beaucoup plus de personnes qu'on imagine qui ont jamais été autant conscientes et qui ont autant eu la possibilité de communiquer. Moi, je suis assez confiant sur le fait que à côté de ce modèle-là, il y a des modèles alternatifs qui demandent qu'à émerger. Il y a des gens, Aurélien Barraud, il y en a d'autres qui expliquent ça très bien, et que on sera Gaël Giraud, enfin bon, on n'est pas démunis face à une alternative. Le troisième point où moi je suis très optimiste, c'est que quand on regarde en détail ce qui se passe au niveau mondial, il y a des matériaux extrêmement précieux pour tout ce qui est téléphone, informatique ou autre, qui risquent pour certains d'arriver en raréfaction dans les 10 années qui viennent. C'est-à-dire ce qu'explique Gaël Giraud, par exemple, dans son livre sur 20 mesures pour en finir avec le capitalisme. Enfin bref, il dit que à un moment donné, l'ordinateur, le téléphone portable, dans 2-3 générations, 2-3 décennies, seront réservés aux militaires et aux professionnels de santé, parce que la croissance infinie avec des ressources finies, à un moment donné, ça peut pas tenir, et que donc le modèle qui se développe actuellement sera victime de son propre succès, et qu'il y aura nécessité de se recentrer sur des choses qui aient plus de sens. Le sens de pourquoi on mange, pourquoi on vit. La notion de vocation, c'est un truc important. J'expliquais ça l'autre jour à un jeune que j'ai fait en consultation. Il me disait, mais monsieur, la vocation, c'est quoi? Vaste question. J'ai dit, la réponse est très très simple. J'ai dit, la vocation, c'est ce qui fait que tu travaillerais autant si l'argent n'existe plus. Et donc, plus un individu est éloigné de cette réalité-là, plus il est en souffrance, et plus il va être à même de développer des pathologies qui vont être la conséquence de cette souffrance-là, qui est un facteur de stress majeur. Et donc, quand on réalise que dans les pays occidentaux, facilement 80% des gens ne sont pas là où ils devraient être, mais ont une compensation financière dont le seul bénéfice est de pouvoir dépenser et d'être dans le loisir plutôt que d'être dans l'épanouissement, bah bien évidemment, on comprend aussi pourquoi la société va si mal. Moi, j'ai expliqué ça, que demain, l'argent n'existe plus, je travaille autant, parce que ça me nourrit, que ça a du sens. Voilà. Et cette notion de sens, si elle n'est pas transmise, c'est ce qui fait que les gens disent ça sert à rien de faire des études parce qu'on n'aura pas de boulot. Ah bon, t'as reçu recommandé où c'était écrit qu'on ne voulait pas? C'est quoi l'histoire? C'est-à-dire que on entretient des croyances parce qu'il y a une espèce de fatalisme ou de nihilisme qui est incroyable. Je lisais l'autre jour un interview de quelqu'un que je connais peut-être, qui s'appelle Bruce Dickinson, qui est un type assez incroyable. Oui. Bon, ça m'étonne pas. et qui disait, mais on vit à une époque qui n'a jamais été aussi sûre par rapport au Moyen-Âge, par rapport à la guerre de 14, par rapport à la guerre de 40. Qu'est-ce qui fait que les gens ils vont aussi mal? C'est parce que ils projettent
des croyances et ils projettent des modes de fonctionnement qui rendent totalement insupportable un monde qui pourrait être tout à fait agréable pour tous ceux qui y vivent. Et il appartient à chacun de prendre conscience de ça, de se nourrir en conséquence, de choyer son sol pour que ce que l'on mette dans notre bouche soit quelque chose de bénéfique à tout point de vue, de choyer ses relations avec les autres, de considérer que on est dans un grand jardin où on a tous une petite parcelle pour vivre intelligemment aux côtés des autres, et bien que c'est pas en se montant les uns contre les autres et en essayant d'exister aux dépens des autres qu'on va y arriver. Et je pense que comme il y a de moins en moins de gens qui bénéficient de ce système-là, bien évidemment, naturellement, le changement il va s'opérer. Moi, je suis extrêmement confiant sur le fait que on va aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus bienveillant dans quelques temps, même si il va y avoir des soubresauts peut-être. Mais le constat qu'un système qui est supposé être le progrès amène une diminution de l'espérance de vie, ça veut bien dire que ce modèle-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Comme on dit souvent, comme dit mon ami Gilles Godgebur qui avait créé Sport et Vie avec moi, si on est dans une époque qui est supposée le progrès et que l'espérance de vie régresse, c'est que la contrepartie du progrès est peut-être plus importante que le progrès. Donc, il faut s'interroger et les réponses, tout le monde les a. Enfin, tout le monde les a. Si on interroge les experts dans beaucoup de domaines, économiques, agronomiques, santé, etc., le diagnostic, il est très clair et les solutions, elles sont tout à fait disponibles. Le tout, c'est de pouvoir les mettre en œuvre. Moyens humains, moyens de communication, moyens économiques. Le problème de santé, c'est sûr que si les gens peuvent manger des produits en circuit court de qualité dans un contexte où les gamins à 5 ans, ils vont regarder les fruits pousser sur les arbres, ils vont voir comment on se nourrit, voir que il faut tuer un animal, parce que c'est vrai, les gens veulent être carnivores, mais ils n'imaginent pas d'égorger le mouton ou le bœuf pour le manger. C'est vrai. Donc ou alors disent non, on respecte la vie animale, on veut pas manger d'animaux. Et j'ai expliqué ça l'autre jour à une patiente végane. J'ai dit vous connaissez les grottes de Lascaux? Et donc vous savez qu'il y a c'est pas la femme de l'Indien Lascaux, hein, c'est Lascaux LSCAUT. Les grottes de Lascaux, vous avez vu, il y a des peintures sur les murs. Ça correspond à quoi? Et en fait, après réflexion, il me dit je sais pas trop. En fait, je dis en fait c'était une sorte de déification de l'animal qui maintenait la vie du chasseur, puisque le chasseur, en tuant l'animal, il restait vivant. Et quand on voit dans un film culte aussi, Danse avec les loups, la scène où les Indiens tuent les bisons, au moment où le chef indien mange le cœur cru du bison qu'il vient d'abattre, il entonne un chant pour remercier les dieux. C'est-à-dire que le rapport à l'animal chez le carnivore a été perdu. L'animal, il est hautement sanctifié, hautement on va dire valorisé et déifié, parce qu'on a conscience de la valeur de la vie qu'il nous apporte. Aujourd'hui, quand on achète du steak sous cellophane et que la date de péremption est atteinte et qu'on le jette, on est aussi dans la perte de la valeur symbolique de l'aliment. Et c'est un peu tout ça que notre société l'a amené. Et donc, faute de repères, on en vient à manger des graines de chia et être vegan. J'ai rien contre les véganes, mais ce que je veux dire d'un point de vue anthropologique, c'est révélateur. C'est un symptôme révélateur de la perte de sens importante qu'il y a au niveau anthropologique. Donc, si l'anthropologie décrit que l'homme va mal, c'est compliqué qu'il mange bien. Puis je pense qu'aussi cette peur abrupte, ce refus de la mort, cette peur de la mort, qui en plus en Occident, tu vois, on cache tout de la mort et on veut pas que ça. Et puis bon, le premier, je veux dire, j'ai pas envie d'être confronté à la mort, tu vois. Mais il y a ce truc, et plus avec le progrès, je pense que le progrès a permis encore plus de l'éloigner. Et puis aujourd'hui, le progrès te promet presque que tu vas le reculer le plus loin possible. Effectivement, on se retrouve avec certains défenseurs véganes, défenseuses véganes, qui à un moment donné, on voit bien que ce cri du cœur à la souffrance animale est presque plus une peur, une transition, un transfert de sa peur de la mort qu'autre chose. Il y a ce truc, tu vois. Et je pense que ça y participe aussi. Ouais. Tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Alors, il y a une intrication, on en a parlé, mais pas précisément, l'intrication entre l'ADN, les gènes et l'environnement, qu'on appelle aujourd'hui, dont tu as déposé le nom, l'épinutrition. Alors, l'épinutrition, c'est sur l'alimentation, l'épigénétique, c'est... Voilà. Est-ce que tu peux expliquer, je sais que tu en as beaucoup parlé, tu as fait des bouquins, non, je prends le temps de l'expliquer, tout à fait. Il y a
Après à peu près 20 ans en arrière, on pensait que quand une anomalie ou une particularité apparaissait à une génération et qu'on ne la retrouvait pas dans la génération précédente, par exemple un gamin qui avait une maladie qu'on n'avait pas retrouvée chez son père ou son grand-père, on pensait qu'il y avait une mutation qui était apparue sur le gène et que ce changement qui était en règle générale considéré être la conséquence de facteurs environnementaux qui avaient perturbé ou altéré le gène. Donc on pensait que c'était purement génétique et que ça expliquait cette anomalie qu'on allait retrouver de génération en génération. Et puis les travaux qui ont été menés jusqu'en 2004, où on a fini le séquençage du génome humain, ont montré qu'en fait, au cours de notre vie, il n'y a que 2% de nos gènes qui s'expriment. C'est un petit peu, comme je dis souvent, c'est un peu comme la fonction publique, il y a 2% des gènes qui travaillent, 98% qui dorment, mais on s'en sort, ça fonctionne bien. Allez, tiens. Le problème, c'est que ces 2%, ils travaillent pas tous en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gènes qui vont être impliqués, par exemple, dans l'embryogénèse, puis qui vont plus du tout se manifester après. D'autres qui apparaissent au moment de la puberté, d'autres qui vont s'exprimer de manière anormale, par exemple, quand on a une tumeur qui progresse. D'autres qui vont être mis en activité uniquement parce qu'il y a une activité physique qui est mise en œuvre. L'entraînement par nos gènes en quelque sorte. Et donc, des facteurs environnementaux interfèrent avec nos gènes. Les perturbateurs endocriniens, par exemple, vont déclencher la lecture de certains gènes ou l'extinction d'autres. Le stress fait la même chose. Certains ingrédients de notre alimentation font la même chose. Certaines situations immunitaires aussi. Donc, tous ces facteurs environnementaux qui vont décider de ce qu'on lit et à quel moment on va le lire, si on compare nos gènes à une grande bibliothèque, finalement, l'épigénèse, c'est on choisit d'aller prendre un bouquin dans la bibliothèque à un moment donné de notre existence pour le lire. Bon. Et c'est vrai que quand tout se déroule bien, quand tu as 5 ans, tu lis le journal de Mickey, quand tu as 8 ans, tu lis Closer et après tu lis Les Misérables. Si à 25 ans, tu as un bouquin en serbe et que tu ne sais pas le lire, c'est que dans ta bibliothèque, il y a eu des erreurs dans la sélection de ce que tu vas mettre en œuvre. Donc, les erreurs de l'épigénèse vont faire que certains gènes qui devraient être silencieux vont intervenir et inversement, que certains qui devraient intervenir sont éteints. L'épinutrition, c'est un concept que j'ai développé en considérant que finalement, si le bon déroulement de ce scénario d'intervention de nos gènes dépend de l'alimentation, dépend de notre activité physique, est influencé par notre flore intestinale, par la pollution, par le stress, par les situations immunitaires, alors tous ces facteurs peuvent être contrôlés ou canalisés par notre alimentation. Il y a des nutriments qui nous aident à mieux gérer le stress, des nutriments qui permettent de mieux se détoxiquer face aux perturbateurs, aux polluants. Il y a des nutriments qui permettent à notre immunité d'être plus performante, des nutriments qui nourrissent notre flore intestinale. Et donc, le concept d'épinutrition, finalement, décrit tout ce qui est présent dans notre assiette et qui permet à la symphonie de nos gènes de se dérouler sans fausse note. Ouais, en gros, tu bouffes du fast-food pendant 20 ans, tu vas faire exprimer des gènes qui sont pas tip-top pour toi et tu vas possiblement développer des maladies ou développer des soucis. Transgénérationnel, voilà. Évidemment. C'est là que ça devient rigolo. Transgénérationnel, ouais. Parce qu'en fait, c'est ton ADN qui se modifie et qui... En fait, c'est la lecture, c'est-à-dire il y a une partie de l'ADN qui normalement est repliée, qui peut pas être traduite, c'est-à-dire qu'on peut pas utiliser cet ADN pour fabriquer des protéines qui sont soit des protéines structurelles, des protéines fonctionnelles, etc. Donc, il y a comme une pelote qui est enroulée autour d'un bout de bois. Tu vois, cette partie d'ADN, normalement, elle est masquée par des structures qu'on appelle les histones. Et sous l'influence de facteurs environnementaux, il y a des processus assez complexes qui surviennent dans la cellule qui mettent à nu cette séquence d'ADN. Et à partir de ce moment-là, il y a des éléments qui vont interagir pour favoriser la synthèse de protéines. Donc c'est un petit peu ça ce phénomène-là. Et finalement, les facteurs qui débobinent ou rembobinent ce fil sont aussi bien liés à notre alimentation qu'au stress, qu'aux infections. Et c'est pour ça que quand on raisonne sur les adaptations à l'activité physique, il y a ce que l'activité physique permet de débobiner. Et puis, il y a le facteur inverse lié au stress, à l'altitude. Quelqu'un qui s'entraîne stressé, qui est malade et qui a la pollution, on n'a pas du tout la certitude que l'activité physique va lui garantir des adaptations qui l'attendraient. C'est pour ça que raisonner simplement sur l'entraînement pour comprendre l'état de santé d'un sportif, c'est être encore dans une colonne, alors que à côté, tu as la colonne de l'alimentation, tu as la colonne du préparateur physique. À aucun moment, tu as une vision transversale qui permet de comprendre pourquoi à un moment donné, ça se passe pas comme le scénario le prévoyait.
Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est l'équivalent de la solution. Elle est bonne dans ce contexte, mais elle est pas bonne dans ce contexte-là. C'est pas, il y a pas, cette solution n'est pas la solution universelle. Elle est là pour ça, elle est là, elle est pas là pour ça, et essayer de comprendre tout ce qu'il y a autour. Mais alors, bon, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que l'être humain est censé être extrêmement bien fait pour la survie, pour la reproduction et pour la perpétuation de l'espèce. Ouais. On est censé, tout ce qui existe dans notre corps, notre fonctionnement et nos organes ont une raison d'exister. On est une machine super bien faite. Comment ça se fait qu'il y ait des petits fils embobinés qui peuvent être révélés par l'environnement? Comment ça se fait et qui ensuite provoque des problèmes de santé. Enfin, en tout Ou cas, pas, c'est-à-dire que là, au départ, pourquoi ils sont là? Ils sont là en fait pour que c'est des potentialités qui sont là, un peu comme si tu achetais un Mac super perfectionné puis qu'il y avait des logiciels que tu voulais pas utiliser, mais au cas où un jour où il se passe un truc, tu vas les mettre en œuvre. Donc globalement cette épigénèse elle est plutôt favorable puisque les contraintes ou les facteurs environnementaux créer des réponses qui visaient plutôt à nous rendre plus forts, plus aptes face à ces perturbations-là. C'est juste que, comment dire, si tu dois simplement jouer de la guitare, tout va bien, mais si on te demande de jouer de la guitare, de répondre au téléphone, de fermer la porte en même temps et en même temps d'aller répondre à un mail, tu peux pas tout faire en même temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a un cumul de sollicitations qui demandent la mise en œuvre de cette épigénèse, trop d'informations tue l'information. Il y a des ratés qui vont survenir. La cacophonie actuelle, c'est que dans toutes les époques précédentes l'ère industrielle, il y avait certes l'impact immunitaire, le stress étonnamment était peut-être pas aussi important puisque le sens des choses les rendait beaucoup plus acceptables, même si elles étaient parfois de notre regard contemporain d'occidental assez violentes. Il y avait un certain sens aux choses. Il y avait des problématiques aussi de pollution qui étaient moindres et finalement c'est l'ensemble de cumul de perturbations transgénérationnelles qui nous confronte à une situation qui avait un peu crainte un auteur tchèque qui s'appelait Peter Skrabanek et qui expliquait dans un ouvrage il y a maintenant une trentaine d'années que les progrès de la médecine pourraient être un vrai problème puisque elle rendrait viable des personnes porteuses de pathologies qui auraient dû les faire mourir jeunes et que en leur permettant à juste titre de continuer de vivre, on multipliait le risque qu'ils rencontrent même des personnes qui avaient d'autres pathologies qui auraient dû les rendre non viables. En gros, un diabétique qui se marie avec quelqu'un qui a une spondylarthrite et qui est le cousin d'une personne qui a une maladie de Charcot. Sauf qu'à un moment donné, il va arriver une génération où le cumul d'anomalies potentiellement portées par une même personne, il parlait même pas des agressions environnementales, serait tellement importante qu'il deviendra quasi impossible à l'organisme de s'adapter à ces anomalies-là. Et alors, cette vision qui était très problématique, parce qu'il y avait un vrai côté eugénisme caché qui était là, philosophiquement, il posait des questions qui étaient dérangeantes. Aujourd'hui, c'est plutôt les contraintes environnementales cumulées qui font qu'à un moment donné, tous nos processus qui passent par l'expression de nos gènes, qui visent à nous protéger, en fait, déraillent parce qu'on va les faire s'exprimer à contretemps des mécanismes, par exemple, de prolifération cellulaire. On va faire s'exprimer à contretemps des mécanismes d'auto-immunité. On va avoir des anomalies dans nos contrôles hormonaux qui vont être liés à l'accumulation de perturbateurs endocriniens. Quand tu sais, par exemple, que les truites ont failli disparaître parce qu'il n'y avait plus assez de truites mâles à cause des résidus de pilules qui étaient dans les eaux des rivières. Et que donc, pour maintenir les truites, il y a des gens qui ont refait des truites d'élevage, qui ont sélectionné les mâles pour remettre des mâles. Sinon, on ne mangerait plus de la truite. C'est quand même on aurait du surimi à la place. C'est quand même grave. Donc, le problème, il est réel. C'est-à-dire que, comme en plus, la durée de vie de certaines molécules est importante et qu'il peut même y avoir transmission ou pas au niveau des gamètes, on cumule finalement des tares ou des anomalies ou des problématiques sur plusieurs générations. Notamment l'impact des antibiotiques sur la flore est indéniable, puisque quand certaines familles bactériennes disparaissent à une génération, à la génération suivante, on ne les retrouve pas. C'est comme si un gamin disait « Dis papa, si le réchauffement climatique s'arrête, est-ce que les dinosaures reviendront ?» Non, c'est fini, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et c'est un peu le même problème. On doit apprendre à se débrouiller sans certaines bactéries, on doit apprendre à se débrouiller
avec moins de micronutriments, on doit apprendre à se débrouiller avec plus de polluants, on doit apprendre à se débrouiller avec plus de stress, et à un moment donné, nos systèmes d'adaptation qui tentent tant bien que mal de nous maintenir en vie n'ont plus la possibilité de le faire de manière optimale. Et quand on voit tous ces dysfonctionnements et cette multifactorisation du dysfonctionnement, je ne sais pas si j'ai parlé français, mais on m'a compris, du fait entre voilà tout ce dont on a parlé tout à l'heure. Toi, à partir de quand tu juges? Tu me dis, hein, parce que le temps passe, tu sais, moi je pourrais rester des heures. Si t'as un rendez-vous que t'en as marre, tu me dis et on finira. Parce Tout que va bien. On encore au moins deux questions. Ouais, mais tu me dis là, là j'arrive plus à réfléchir. Mais j'ai perdu mon fil. Oui, donc toi, à partir de quand tu considères que la maladie est là, sachant qu'on est dans une société où on va dire dans une référence très binaire, malade, pas malade, en bonne santé, pas en bonne santé, sauf qu'on voit qu'en fait qu'on est en perpétuelle équilibration entre l'environnement, ce qu'on mange, l'activité. C'est très intéressant tout à l'heure quand tu as dit que l'activité est 2 heures dans la journée, mais en fait ça provoque des modifications internes invisibles plus ou moins pendant les 22 heures qui suivent. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'impression. On se dit ah oui, mais 2 heures de plus ou de moins, ça fait pas de différence. Mais si, ça fait une différence sur tout le moment où il y a le repos, tu vois. Et donc au final, quand on voit qu'il y a cet équilibre permanent, à partir de quand on bascule dans la maladie, dans le déséquilibre, pour toi, à partir de quand on est malade? La définition de la santé de la maladie est déjà un vrai casse-tête pour l'OMS ou pour les médecins. Donc, on définit plutôt... c'est de la tautologie, hein, c'est-à-dire qu'on est malade quand on ne va pas bien et on est en bonne santé quand on va bien. C'est un petit peu ça, donc merci d'être venu. Il y a un autre problème qui se pose, c'est que la médecine aujourd'hui, c'est comme les soldes, c'est-à-dire qu'une même pathologie ou un même tableau va avoir des étiquettes successives qui vont être mises l'une sur l'autre. On est passé de l'intestin irritable au SIBO, après on va passer au SIBO, au SAM, etc. Peu importe, c'est-à-dire que la caractérisation même de la maladie repose sur la présence de certains symptômes. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder les perturbations qui sont derrière. C'est-à-dire que diagnostic posé ou diagnostic à venir ou pathologie a déjà apparu ou perturbation à risque de décompensation. C'est-à-dire, j'ai des parents qui ont une spondylarthrite, j'ai des problèmes articulaires, j'ai pas la spondylarthrite mais j'ai mal partout. Quelque part, qu'on lui dise qu'il a une spondylarthrite ou pas, ce patient, ça va pas changer sa vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller identifier les mécanismes qui participent à sa plainte, de voir quelle est la part de l'immunité, de l'hyperperméabilité intestinale, du stress, etc. et d'amener des solutions spécifiques pour traiter les causes et pas les conséquences. Et moi, ce que je dis souvent aux gens qui cherchent une réponse, je dis, vous êtes souvent à côté dans votre réflexion. La réponse ne consiste pas à donner un nom à la pathologie, la réponse consiste à donner une solution à un problème physiologique. Et que on voit pas les choses sous le même angle. Moi, la question, par exemple, de la sclérose en plaques, si je prends cet exemple-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si effectivement elle est apparue dans des contextes de réactivation virale, dans des conditions de stress, si la pathologie elle est évolutive, c'est déstabilisé, si la biologie nous dit que c'est en train d'évoluer ou pas, s'il y a une tolérance immunitaire correcte, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de critères, c'est un peu technique, mais c'est pour prendre un exemple précis, que je regarde, et en fonction de ça, la stratégie qui est mise en œuvre vise à, quelle que soit l'étiquette dont bénéficie le patient, de lui améliorer sa qualité de vie pour que, quelle que soit la pathologie qu'on lui attribue ou dont on le qualifie, il puisse mener la vie la plus normale possible et ne pas, on va dire, dérouler trop tôt son fil de l'espérance de vie et voir celle-ci écourtée parce qu'il y a des pathologies ou des traitements qui ont des conséquences graves. Donc moi, là, quelque part, les gens arrivent avec un diagnostic, je dis OK, mais le même diagnostic peut recouvrir des réalités très différentes. La polyarthrite, par exemple, tu as des gens qui vont simplement savoir avant les autres qu'il va pleuvoir le lendemain. Ils disent ah, voilà, j'ai un peu mal. Et puis il y en a qui arrivent en chaise roulante. Donc si tu te dis que le même diagnostic recouvre des réalités cliniques autant hétérogènes, c'est que la question qui se pose, c'est pas de savoir si le diagnostic est juste, c'est de savoir quelles sont les particularités de l'individu que j'ai en face de moi qui fait que celui-ci arrive en chaise roulante alors que celui que j'ai vu la veille qui avait le même diagnostic me disait juste qu'aujourd'hui il allait pleuvoir et en plus il s'est trompé. Donc cette approche revient
à la recherche de la perturbation et des pertes de ces phénomènes de régulation. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec des probiotiques, de la mycothérapie, des plantes adaptogènes, des corrections d'erreurs nutritionnelles, d'accompagnement de gestion de stress, de façon à essayer de rembobiner le scénario jusqu'au point où ça a basculé. Et après, il y a des symptômes qui sont installés, il y a des perturbations qui sont là, mais le patient, ce qu'il recherche, c'est souvent amélioration de la qualité de vie, réponse pourquoi ça m'est arrivé, et des projections éventuelles à dire effectivement, maintenant mon truc est stable, j'ai perdu la sensibilité tactile d'une main, mais je sais que la situation est stable, ok, c'est sous contrôle, c'est plus imprévisible, donc c'est plus un facteur de stress. C'est pas forcément l'annonce d'un mauvais diagnostic qui est un facteur de stress, c'est le fait qu'on vous dise ça comme ça, votre sclérose en plaques, alors si vous tombez enceinte, madame, il y a deux options, soit ça s'aggrave, soit ça s'améliore. Ok, véridique. Donc, forcément, tu sors de là, t'es complètement bouleversé. Et ce qui est important, c'est de donner du sens. Dire aux gens, voilà ce qui s'est passé, telle chose à tel moment, et voilà ce qu'on va mettre en œuvre, et voilà les résultats qu'on attend, plus de douleur ou moins de douleur, moins de fatigue, capacité à refaire une activité physique qui vous convienne, etc. Donc la notion même d'étiquette ou de diagnostic me sert comme une information, qui est parfois même à reconsidérer, parce qu'il y a des diagnostics. Vous avez une spondylarthrite ankylosante sur HLA-B27, bon, c'est pas une spondylarthrite, mais ça y ressemble, et comme dans la boîte à outils, on n'a pas de plan B, on va mettre l'étiquette qui est la plus adaptée. Hein. Ah, c'est pas des rillettes, hein, c'est du pâté, mais j'ai que l'étiquette des rillettes, je mets des rillettes. Bon, c'est exactement ça. Et donc, c'est une manière différente d'aborder l'accompagnement du patient. Et c'est parfois bien aussi d'avoir un nom à poser parce que ça permet de rendre réel quelque chose. Enfin, de rendre réel, de rationaliser. Absolument. Et alors donc dans cette approche-là, finalement, c'est un peu, ça pourrait me faire penser à une approche beaucoup plus médecine ancestrale qui est on s'occupe pas de la maladie, on s'occupe du malade. Et il n'y a pas une maladie, il y a autant de maladies qu'il y a de malades finalement, pris dans son contexte individuel. Totalement. Et c'est la manière dont tu prends. Ok, on a le droit de penser que, évidemment, encore une petite provocation, on a le droit de penser que la médecine allopathique et les avancées scientifiques, médicales, les médicaments, le système pharmaceutique, va pouvoir nous sauver aussi de cette espérance de vie qui recule. Si on reste dans un paradigme un petit peu négatif, qui est que ça va pas aller en s'arrangeant, qu'il va y avoir de plus en plus de polluants, qu'on va être de plus en plus flemmard, qu'on va manger de moins en moins bien, est-ce qu'on pourrait espérer que Elon Musk, j'en sais rien, et toute sa clique et tous ceux qui s'occupent du médical puissent trouver via des médicaments un moyen d'améliorer, de casser les maladies, de casser les dysfonctionnements par le médicament, Alors moi j'ai lu un truc très intéressant. Il paraît que si on avait mis du sparadrap sur la coque du Titanic, il n'aurait pas coulé. Moi j'adore ce genre de réponse parce qu'il n'y a pas besoin de dire beaucoup de plus de choses pour que ça soit très clair. Voilà. Bon, très bien. Écoute, je regarde un petit peu ce que j'avais, mais on va bientôt s'arrêter puisque tu m'avais dit que ça irait. Oui, bon, on a parlé un peu de stress, d'anxiété, on va pas t'en revenir dessus. Allez, pour terminer, le petit dessert pour tous ceux qui sont là. Finalement, on a parlé beaucoup de nutrition, l'épinutrition et le contexte dans lequel on est. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait manger pour faire je reste sur cette histoire d'espérance de vie parce que je voulais démarrer le podcast là-dessus. Qu'est-ce qu'on est censé manger? On a vu ce qu'il fallait pas manger, on a vu en grosso modo qu'est-ce qui était pas bon, mais concrètement, c'est quoi? C'est légumes, fruits à volonté. Qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et vivre longtemps? Il faut manger du bonheur. Ah bon, mais tu me diras où ça s'achète? Il vient de toute une démarche où on est aligné par le respect de l'aliment, le circuit court, la philosophie avec laquelle on est en accord, le mode de vie avec lequel on est en accord, le temps qu'on consacre au repas, le refus d'avoir un hôte indésirable qui s'invite un rectangle qui fait du bruit et qui fait du son et de la lumière pendant le repas, le fait de respecter l'aliment et de connaître la personne qui produit cet aliment. Je connais le fermier qui a ses brebis, qui me donne ce bon fromage, et le gars il m'explique qu'elles ont mangé l'herbe à tel ou tel endroit. Ça demande du temps.
Et un des ingrédients qui manque sensiblement aujourd'hui aux gens pour être plus heureux, plus intelligents et plus indépendants, c'est de sortir de la frénésie de l'accélération du temps pour avoir la capacité de prendre du recul. Si le recul était davantage encouragé et enseigné, il y aurait beaucoup moins de problèmes de santé qui surviendraient. Il y avait Noël Tamini, qui était un auteur du Valais, qui avait créé une revue à l'époque qui s'appelait Spiridon, s'est beaucoup intéressé aux centenaires, notamment dans les Carpates et aussi dans la région de Ligurie, tu sais, là-bas dans la partie de l'Italie qui est juste à côté, Monaco, San Remo, etc. Et un des ingrédients de ces centenaires, qui est aussi un des ingrédients de mon grand-père, qui est mort centenaire en ayant eu 17 ans à Verdun et ayant passé 2 ans dans les tranchées, il est mort centenaire, c'était une espèce d'optimisme indécrottable et une capacité à rire de tout en prenant le recul approprié. Donc, on voit par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui réunissent tous les ingrédients pour pas nous emmerder longtemps. Bon, Denis Richer, merci. Considéré comme par beaucoup comme le plus grand expert nutrition en France actuellement. Donc c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast, de parler de tout ça. Je rappelle à tous ceux qui écoutent ces podcasts qui sont pas. Alors aujourd'hui ça va, on n'est pas arrivé aux 2 heures, on va pas arriver aux 2 heures, mais qui ces podcasts font souvent plus de 2 heures, de les écouter en plusieurs fois. Aller sur Spotify, aller sur les applications qui permettent de les écouter en faisant autre chose. Spotify, Apple Podcast en font partie. Il y en a d'autres, Deezer, Google Podcast, mais Spotify et Apple en général ce sont les deux qui se partagent les podcasts, les gros volumes. Sur YouTube aussi si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Écoutez-les en plusieurs fois, réécoutez, et celui-ci je pense qu'il aura le mérite d'être réécouté. C'était un plaisir. Je vais te poser une dernière question parmi les petites questions que j'ai habituellement de fin. Celle qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que tu as un livre à recommander? Alors évidemment, on recommande tes bouquins. Je laisserai ton site web de toute façon en description de l'épisode. Allez regarder un peu ce que fait Denis et puis instruisez-vous. Et on a bien vu que s'il y avait un truc qu'il fallait retenir, c'était quand même de s'instruire et d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnaient. Mais sinon, à part ça, est-ce que tu as un bouquin qui t'a marqué ces derniers temps? Il y en a un que je suis en train de le lire qui s'appelle Jamais seul de Monsieur Selos, qui en fait décrit le rôle extrêmement important des champignons dans nos écosystèmes, y compris dans notre intestin. C'est tout un domaine dont j'ai pas pu beaucoup parler aujourd'hui, le rôle des champignons dans le contrôle du stress, etc., qui est extraordinairement pédagogique et vraiment jubilatoire par la richesse des informations qu'il nous apporte. Voilà. Jamais seul, d'accord. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu l'occasion de parler, mais ça viendra une autre fois, du microbiote, champignons, des bactéries, tout ça qui participent aussi donc à plein de choses, à notre psyché, en plus de notre santé physique. Champignons hallucinogènes, un dernier truc là-dessus pour conclure, parce que on en entend beaucoup parler en ce moment, donc le psilocybine essentiellement, que ça pourrait être une révolution, qu'il n'y aurait que des effets positifs. Sur la psyché, sur le corps, sur résoudre des traumas. Est-ce que tu as eu l'occasion de t'intéresser à ce sujet? Pas encore, mais moi, des trucs extraordinaires qui, au bout d'1 an, semblent tout guérir et puis qui disparaissent des écrans radars au bout de 5 ans. Quand on prend simplement l'histoire de la nutrition du sport, il y a des trucs comme ça qui sont montés en étoiles filantes, qui étaient miraculeux, qui ont disparu. La créatine, le jus de betterave. Tout le monde prenait du jus de betterave à un moment donné avant les contre-la-montre, plus personne en prend. Donc en fait, il y a des, c'est parce que ça marche pas. Je veux dire. Donc mais la créatine, c'est encore très 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 recommandé. Oui, mais c'est pas parce que c'est pratiqué que c'est valable. C'est-à-dire, moi, je me suis intéressé en 93 quand ça est arrivé. J'ai fini d'en conseiller en 94 parce que ça n'a pas réellement d'efficacité. Donc, il y a des effets de mode comme ça où un truc est extraordinaire. Et puis après, on découvre des effets secondaires. Et puis après, on fait la part des choses. Et puis on dit oui, c'est pas si mal. Donc, attendons voir. Je me méfie toujours des miracles. Moi, je suis plusieurs fois allé à Lourdes, jamais rien vu. Donc depuis, je suis assez dubitatif. Tu prends des compléments alimentaires, toi, à titre perso, ou c'est que du dur, que du solide? Non, j'en prends. Je prends de la phyto, je prends de la mycothérapie, des probiotiques. Je prends pas 50 000 trucs, mais c'est vraiment dans une stratégie de
de renforcement de certains points faibles, tu vois, qui sont liés à l'âge canonique, qui sont liés à l'activité qu'on peut avoir, qui sont liés aux sollicitations que j'impose à mon cerveau. Enfin, pas que j'impose, je veux dire, c'est naturel pour moi de beaucoup le faire travailler, et des fois on a besoin de régénérer les neurones. Enfin, je pourrais en parler des heures. Non, je prends quelques trucs. Le magnésium, parce que je suis un ancien spasmophile, mais par période. Mais je suis pas, disons, si tu ouvres mes placards, tu vas pas avoir des boîtes qui vont te tomber dessus parce qu'elles tiennent pas, quoi. Ça reste très pondéré. Ok, parfait. Bon, on va terminer là-dessus. Merci à tous. Merci Denis surtout d'avoir fait honneur ici. Et on se reprendra, hein, parce que je pense qu'il y a encore plein de choses à aborder. On va laisser les auditeurs faire digérer, maturer un peu tout ce qui a été dit. Et puis dites-nous si vous avez envie dites-moi, hein, par mail, contact@biomécaniquepodcast.com. Il y a l'Instagram du podcast si vous voulez essayer d'interagir directement. Il y a plein de moyens dans les commentaires YouTube, dans les notes sur Apple Podcast, sur Spotify, des moyens de faire savoir si vous avez envie d'entendre Denis revenir pour un prochain épisode pour aborder d'autres sujets autour de nutrition et tout ça. Et intestin, on en reviendra. Bon, portez-vous bien, faites pas trop les cons. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Au revoir.